Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir, heureuse de vous retrouver. On va essayer, si vous le voulez bien, pendant ces 2h30 de direct que nous allons passer ensemble, de nous tenir éloignés un peu du fracas du monde. On va prendre le temps de se parler, de s'écouter, d'échanger nos points de vue et nos expériences pour tenter de mieux se comprendre. La ligne est ouverte au 39 21. Paul et Amandine sont impatients de vous y accueillir sous l'œil attentif de Philippe Chartier. Jusqu'à 1h du matin, vous avez carte blanche sur Europe 1 au 39 21. On compte sur vos appels, bien sûr. Et nous vous invitons également à réagir par mail, europe1.fr, par SMS au 7 39 21, en faisant précéder votre message du mot nuit, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Comment ça va ? Mais ça va. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, mais vous avez toujours dit qu'on oubliait très vite qu'on était à la radio, donc je vais faire comme tout le monde, je vais me lancer. Il faut se lancer, voilà, il faut se lancer dans son histoire, et c'est vrai qu'après vous allez voir, en général vous êtes dedans dans votre sujet et vous oubliez un peu. C'est une conversation, on discute. Exactement. Non, et comme je vous écoute depuis longtemps, je sais qu'après ça va bien. Alors, c'est la première fois que je le fais, j'ai 67 ans passés et c'est la première fois que je téléphone à une radio, mais j'en avais déjà envie depuis un petit moment. Et comme c'est un sujet que je trouvais que même dans les journaux, on parle un petit peu moins, c'est donc les suites d'un cambriolage, même si on n'a pas vu notre cambrioleur, ce qu'il en reste. Et c'est vrai que c'est quelque chose où j'avais des fois envie d'échanger. Je me disais, j'aimerais bien qu'on en parle un peu. Et puis, j'avais vraiment envie de le faire. Et comme cette semaine, on a reçu en plus un courrier officiel par rapport à celui qui, il y a 3 ans, nous a fait ça, je pense que ça a remué un petit peu tout ça. Et puis je me suis dit, voilà, ça sera une démarche. C'est aussi presque enlever... Il y a quand même une gêne. On le dit aussi même après un viol, et c'est un peu, pour moi, je le ressens un peu quand même comme un viol. Le fait d'oser en parler, c'est comme aussi ne plus au moins en avoir honte, quoi, d'oser officiellement en parler. Alors c'est pour ça que je vous appelais ce soir. Puis je me disais, si d'autres personnes en même temps, ça peut aussi faire écho, qu'ils aient envie de le partager. Alors c'était sur vraiment les suites d'un cambriolage, même des années après. Vous avez bien fait de nous appeler. Il y a, avant que vous nous expliquiez ce qui vous est arrivé, peut-être non, il y a quelque chose qui me frappe. Vous faites l'analogie avec le viol. Beaucoup de personnes qui ont été victimes d'un cambriolage l'évoquent en disant cette effraction dans leur intimité, même si je pense qu'il n'y a pas de commune mesure entre les deux expériences. Mais vous parlez de honte, c'est ça qui m'interpelle. Oui, alors j'étais aussi c'était très bizarre parce que quelque part, je me demandais pourquoi j'avais cette gêne à en parler, alors que on nous demande toujours en tout premier, est-ce qu'au moins vous êtes sûr, tout était fermé, est-ce qu'au moins vous n'avez rien laissé d'ouvert, comme si à la base, il fallait déjà au moins prouver qu'on était responsable de rien. Et quand on a prouvé, les gendarmes alors ont été vraiment adorables. Et quand on a pu vraiment prouver, on a discuté beaucoup avec eux en attendant qu'ils viennent un autre spécialiste pour relever les empreintes et tout. Une fois qu'ils ont vu qu'effectivement tout avait été forcé, ils ont grimpé à la façade pour aller ouvrir. On a eu toute la maison, le ré, le premier, chez nous le deuxième. Et comme ma maman était heureusement pas là parce qu'ils sont arrivés dans sa chambre à coucher, ils ont forcé la porte balcon. Elle était effectivement à l'hôpital, elle était à fin de vie. Et c'est aussi tout ça qui s'est mélangé. Le jeudi, on se faisait cambrioler toute la maison. Et le mardi, elle décédait. Et si vous voulez, il y avait tout le fait que tout était retourné du bas, tous les logements, tout, il y avait... Tout était... Tous en dessus, dessous, ils avaient vraiment... Oui. Jusqu'aux sous-vêtements, quand je parlais de viol, je peux jamais ouvrir ma table de nuit en me disant, mais même là, il y est allé.
et marcher dessus. J'entends, vous avez vraiment, il y a des photos souvent dans les journaux, c'est un peu minimisé, on dit il y a eu un cambriolage, puis on met 3 trucs sur un lit, mais j'entends, non, vous n'ouvrez plus les portes, c'est les habits, tout est empilé par terre, vos sous-vêtements, tout est par terre, et vos photos, tout est, les petites lettres de mes petits-enfants, ce qui m'a fait le plus mal après avoir fait le deuil de tout ce qui était souvenir, de nos 20 ans, nos 30 ans, mon mari, sa collection de toute sa vie, il travaillait dans l'horlogerie, il avait chaque année une petite montre différente, tout ça, c'est un deuil à faire par rapport à des objets, en sachant qu'ils ne seront pas remplacés vu que c'était des souvenirs. Mais une fois ce deuil fait, ce qui reste, c'est effectivement qu'on a tout touché dans votre intimité chez vous et que même les cartes, comme il pensait peut-être qu'il y avait encore de l'argent, alors qu'il avait déjà quand même trouvé tout ce qui était, j'allais dire liquide, tout ce qui était bijoux, tout ça, souvenirs, toutes les cartes, il n'y avait pas une enveloppe, même avec les dessins des petits cœurs de mes petits-enfants, c'était piqué pour arracher, ouvrir, et après de devoir jeter toutes ces enveloppes, même les petites cartes de mon mari, il n'y avait rien qui n'a pas été touché, qui n'a pas été sali. Et c'est là que je disais qu'effectivement, intérieurement, il y a quelque chose qui est changé. Mais c'est, de toute façon, en principe, où se sent-on en sécurité dans ce monde tellement effroyable? C'est chez soi. Quand on pousse la porte, on se dit, on peut souffler, on est chez soi. Là, une maison, c'est bien plus qu'un toit sur la tête. C'est vraiment un contenant, c'est une enveloppe. Donc je comprends tout à fait que ce que vous éprouvez dans le sens du traumatisme quand vous décrivez tous ces souvenirs, ces vêtements, les sous-vêtements. Enfin, il y a quelque chose. On est vraiment dans au plus intime et tout est piétiné, tout est. Il a tout vu. Moi, je sais même pas la tête qu'il a, mais il a tout vu ce qui était chez nous, quoi. Il n'a pas eu le temps de tellement voir, certainement, parce que s'il y a une précipitation... On l'a retrouvé ou on les a retrouvés? Oui, alors c'était un direct. Quelques jours après, on a su, parce qu'après, il a dû revenir après le décès de maman, parce que moi, j'ai dû après signer pour ma maman. Ils n'avaient jamais dû vivre ça. Les policiers sont revenus. C'est eux qui m'avaient dit de m'adresser. On a en Suisse ce qu'on appelle la vie. Je me disais que je reconnais cet accent un peu traînant, comme ça. Oui, vous êtes suisse. Oui, vraiment. Je vous crois. Et puis là, effectivement, où normalement on peut se confier, ils ont des psychologues spécialistes pour justement les choses comme ça. Oui. Et puis ils m'ont dit, mais il faudra vraiment, si vous voyez que ça reste, il faudra vraiment vous adresser à eux. La seule chose, c'est que quand j'ai appelé après, comme maintenant ils sont aussi débordés avec des personnes qui, elles, ont vu leur cambrioleur, voire ont été menacées, on m'avait prévenu en me disant, mais ils sont pas mal débordés. Et c'est vrai que ça, c'était aussi un choc supplémentaire quand j'ai téléphoné. C'est les gendarmes qui m'avaient donné leur numéro. On m'a dit, non, vous remplissez pas tout à fait les conditions, c'est un petit peu spécial. Puis après, on m'a dit, non, mais t'en fais pas, c'est ils veulent pas vraiment avoir le nom, mais ils sont débordés. Donc, si vous voulez, là, si j'avais voulu, c'était à moi de contacter, m'ont donné des adresses de spécialistes, psychologues, mais eux ne sont pas entrés en matière. Et ça va peut-être vous paraître bizarre, mais c'était comme si on niait qu'il y avait eu traumatisme. Ça paraît bête, alors que j'ai été après très bien. Oui, vous auriez aimé, vous auriez eu besoin presque ce soit eux qui fassent la démarche. C'était officiel, voilà. Oui. C'était il y a combien de temps? C'était il y a combien de temps, ça? Alors ça fait 3 ans. Le fait qu'on ait reçu la lettre officielle, comme quoi il avait été arrêté une fois de plus, et que cette fois il avait été retrouvé pour trafic de drogue dans un autre canton. On a reçu d'un procureur de la République une lettre officielle qu'il était arrêté, et puis avec toute la liste des infractions qu'il a commises dans cette période en Suisse, parce qu'il en a fait ailleurs. Et il y a, si vous voulez, ça je pense aussi un petit peu réveiller tout ça, et cette fois il y aura un procès, il y aura quelque chose, parce qu'il est multirécidiviste. Mais on a son nom, on a tout son curriculum vitae, et puis tout ce qu'il a fait. Donc vous allez vous porter partie civile. Voilà. Au moment où les gendarmes sont venus, ils nous ont fait remplir des papiers et tout, et puis ils nous ont demandé effectivement, parce qu'ils ont dit cette fois on aimerait vraiment, vu qu'il est récidiviste, on aimerait cette fois qu'il y ait vraiment quelque chose d'officiel. Et il y a en tout cas 8-9 personnes qui sont sur la liste qui effectivement sont partie civile. D'accord. Par rapport à cette association d'aide dont vous en parlez les policiers, donc en fait, au final, ils vous ont dit que vous ne remplissiez pas les critères, c'est ça? Oui, quand j'ai demandé pourquoi, ils m'ont dit mais vous savez, c'est très subtil, c'est très. Et quand j'en ai reparlé après,
J'ai dit, mais c'est les policiers. Et puis moi, il m'avait déjà fallu du courage pour leur téléphoner. Et puis, ils m'ont dit, mais vous savez, ils ont des spécialistes en 1 ou 2 fois, effectivement, juste le fait aussi d'en parler, Oui. de se reconnaître victime, c'est important, faites-le. Et je ne l'ai pas fait tout de suite. Puis j'ai vous aviez d'autres choses à faire, enfin. Voilà. Et puis après, d'autres personnes m'ont dit, mais maintenant, il y a tellement que... On guillemets, même dans les journaux, on n'en parle pas autant, mais il y a un manque de temps. Ils sont assez, semble-t-il, ça c'est par d'autres voix que j'ai su, qu'effectivement ils étaient assez débordés. Le fait qu'on me dise que je remplissais pas toutes les conditions, c'était comme si on minimisait, et même si j'ai eu une très bonne aide, j'ai un médecin qui est vraiment très psychologue et qui avait aussi fait vraiment, qui m'a bien aidé. J'entends, j'ai pas été abandonnée à moi-même, mais le fait que cette association me dise que je remplissais pas les critères, c'était comme si on niait en me disant, mais t'es une petite nana qui sait pas te débrouiller toute seule, quoi. Oui, je comprends, c'est bizarre cette notion de critères, parce qu'à partir du moment où vous faites appel, c'est que vous ressentez le besoin d'en parler, on sait que c'est important de pouvoir en parler. Voilà. Et alors en plus, c'est ça, il y a le traumatisme, il faut toujours voir aussi dans quel contexte il s'inscrit. Or là, vous me dites que vous aviez votre mère en fin de vie qui est décédée 2 jours après. Oui, c'était le jeudi, le cambriolage, elle est décédée le mardi, elle était en fin de vie. Et c'est vrai que on perd tous ses repères. Là, on perd déjà entre ce décès, même si là aussi les choses peuvent pas se mettre au même niveau, mais c'est une accumulation. Il y a tout d'un coup de choc émotionnel, quoi. De perdre, ça faisait beaucoup. Et puis les gendarmes, quand je les ai recroisés, je les avais reconnus, le regard, ils étaient tellement bienveillants. Et quand je les ai revus, ils m'ont demandé des nouvelles, ils ont été vraiment choux. Puis ils m'ont dit, mais vous savez, on remarque ça vous a quand même marqué, vous avez eu beaucoup de choses après. Ils me disaient, moi je téléphonerai. Donc ils ont insisté pour me dire de téléphoner. Et c'est vrai qu'ils m'auraient dit, honnêtement, écoutez, on est vraiment débordés. Et je comprends, quand je vois tout ce qui se passe, même les attentats, tout ça, j'entends, mais il y a des choses vraiment pires. Et vous le dites souvent, mais il ne faut pas comparer. Mais je me rends compte que les gens peuvent être, surtout dans cette période, vraiment débordés. Mais ils m'auraient dit, écoutez, on est vraiment débordés, on a plein de monde qui justement ont vécu des gros traumatismes et tout. Ça m'aurait moins choqué que de me dire, vous ne remplissez pas les critères. Oui, parce qu'il y a une formulation très administrative qui correspond pas du tout à votre état intérieur, au choc que vous ressentez. Parce que, attention, quand je dis il ne faut pas comparer, ça ne veut pas dire que je minimise le choc subi. C'est-à-dire qu'après, on sait bien que finalement, selon la personnalité de la personne qui vit ce trauma, selon le contexte dans lequel évolue, selon son histoire, c'est pas tant toujours la nature du traumatisme que tous ces facteurs qui sont à prendre en considération. Il y a des gens qui vivent des choses très graves et qui se remettent finalement beaucoup mieux qu'on ne le pensait, presque parfois tout seul, et d'autres, au regard de l'agression, on se dit bon, finalement, sur une échelle, mais ça veut rien dire, ça. C'est pour ça que les statistiques ne veulent rien dire. Enfin, c'est toujours quelque chose d'individuel et de très subjectif. Et de fait, un cambriolage, les gens qui en ont été victimes disent que c'est un vrai bouleversement. Donc, je vous remercie beaucoup d'en avoir parlé, parce qu'on va marquer une petite pause. Je vois déjà beaucoup de messages qui arrivent, donc vous voyez, ça fait réagir. Et vous nous direz après justement comment, quelles sont les conséquences, puisque vous avez le recul vous dites que ça fait 3 ans, mais il y a cette lettre qui revient où l'auteur a été appréhendé. Donc on en parle ensemble tout de suite après cette pause. Pas de problème. Jocelyne est avec nous au 3921 pour nous parler d'un cambriolage subi il y a 3 ans et des conséquences que ça a eu sur sa vie. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous avez été victime d'un cambriolage, peut-être de nous appeler au 3921 pour en parler avec Jocelyne et avec moi. Des messages, Jocelyne, déjà quelqu'un dit, alors c'est pas signé, mais qui dit: je comprends tout à fait le choc de votre auditrice. Le cambriolage est une de mes grandes peurs parce que ma maison est mon refuge. Il y a quelqu'un qui dit: j'ai subi un cambriolage il y a 3 ans. Encore maintenant, je ne me sens plus chez moi. Encore maintenant, je découvre des choses qui me manquent, ici ou là, dans un tiroir, dans une armoire. C'est très traumatisant, dit cette personne. Alors, vraiment, ça me touche. C'était aussi ça dont j'avais aussi besoin. C'était pas me sentir
un peu trop faiblarde, je sais pas comment vous dire, oui, que des personnes me disent moi aussi, j'avais besoin que d'autres, disent moi aussi, que je me sente, ça paraît bête, mais tout à coup, et si en plus ça peut en aider d'autres, déculpabiliser d'autres personnes, ben quelque part mon téléphone là, je serais contente quoi. Mais on peut comprendre, même sans l'avoir vécu déjà, je trouve. Bon, et on touche du bois, mais le fait, la maison, c'est vraiment, oui, c'est ce que dit cette personne est juste, c'est un refuge. Oui. Quand elle a dit refuge, c'était exactement ça. Je sais que j'aime rentrer de tout temps. Je suis quelqu'un d'assez sensible, d'assez anxieux et tout. Et quelque part, si vous voulez, de fermer une porte, de fermer un volet, un contrevent, de se dire, voilà, je me mets un petit coup comme un enfant qui dit, je suis un petit coup à l'abri. Et c'est vrai que pour moi, la maison, le logement, c'est un refuge. Et quand elle a dit ce mot refuge, c'était vraiment ça et ça ne l'est plus. Oui, c'est-à-dire que j'allais vous demander je vous demande même pas dans les jours, mais dans les semaines, dans les mois qui suivent, enfin. Et encore aujourd'hui, vous dites ça ne l'est plus ? Alors au début, c'est vraiment très très physique. Je sais que je dormais dans mon lit. On a débarrassé le lit qui était aussi envahi de tout ce qui était. Et j'ai quand même voulu dormir. Ma fille disait viens chez nous si tu veux. On a débarrassé. Elle m'a aidé à débarrasser. Mon mari aussi tous les lits tout ça. Et je voulais être chez moi quand même. J'avais pas envie de repartir. Et j'ai dormi, mais j'étais vraiment comme une momie. Vous savez, j'avais les bras le long du corps. Mais je voulais quand même rester chez moi. C'était aussi comme de reprendre. Et maintenant plus, mais par contre, alors si on sort un soir, 1 heure, 2 heures, j'ai l'impression d'abandonner la maison et me dire, tiens, s'il se passe quelque chose quand t'es pas là, c'est ta faute. Il y a une sorte de culpabilité en se disant, tu abandonnes et si ça t'arrive, ben tant pis, c'est comme si j'abandonnais le navire. Puis si on est à la maison, alors ça, mon mari rigole, il me dit moi un peu moins, mais s'il y a un bruit qui est pas habituel, lui comme moi, non, on réagit plus du tout comme avant. Est-ce que c'est toi qui as fait du bruit? Non, il y a. Et si on est dedans, le moins de bruit, on a peur qu'il vienne maintenant quand on est là quelqu'un. Donc je pense que même 3 ans après, c'est pas tout le temps, mais on est sur nos gardes quand même. Oui, vous restez quand même dans un état de très grande vigilance, quoi. Moindre bruit et surtout aujourd'hui. Maintenant, moi j'ai 67 ans, mon mari en a 72, on se rend compte que par rapport à il y a peut-être une génération ou même un voleur, je dis pas tous, mais ils avaient on s'attaquait moins aux personnes plus les années passées. Maintenant c'est le contraire, on va même bousculer, et quelque part c'est vrai que je me rends compte que on se sent fragile parfois. Mais c'est normal, oui. Enfin, ce qui est étonnant, c'est vous parlez de honte, de culpabilité, comme si. Moi, ça me frappe. C'est-à-dire, mais je comprends aussi aux questions que vous posent les gendarmes qui viennent pour enquêter, voir si vous avez tout fermé. Alors, il y a les assurances aussi. C'est important par rapport aux assurances de voir qu'il y a eu effraction. Mais j'ai envie de dire quand même. Quel changement d'époque, même si c'est une banalité de dire ça aujourd'hui, mais moi je me souviens, et pourtant ça commence déjà à être vieux malheureusement, enfin moi je me souviens, en province soit mes parents partaient, si c'était juste pour 1 heure, on laissait la maison ouverte. Voilà. Il y a beaucoup d'endroits, parfois on laissait même la porte de la maison ouverte, il n'y avait pas cette espèce de sentiment, il y avait... Et aujourd'hui, presque si vous êtes presque soumis à un interrogatoire, bon, ça va, vous avez tout fermé à clé, donc on peut vous entendre. Je caricature, mais c'est un peu ça. Oui. Voilà. Oui. Et ça, c'est vrai qu'alors je l'ai dit, qu'effectivement, quand mes enfants étaient petits, donc il y a une 20-30 d'années, ils allaient jouer derrière sous le patio, dans le jardin, tout ça. On laissait même les portes, mes parents laissaient en bas, c'était les bureaux. Je dis pas qu'il y ait des sommes d'argent, etc., mais c'était quand même des bureaux pour que les gens puissent entrer, aller aux toilettes, chercher quelque chose et tout. On allait dans le jardin, on laissait tout le week-end, si on était dans le jardin derrière, il n'y a jamais eu un vol. Oui. Et quelque part, je sais pas, même si c'était ouvert, on était habitués, éduqués à dire on ne prend pas. Tandis que maintenant, et même dans les journaux, vous voyez, les journalistes, la plupart du temps, c'est oui, mais alors faites attention, vous allez laisser vos portes ouvertes. J'ai encore vu une fois un article il y a quelques mois, c'est carrément de dire aux voleurs, mais entrez, servez-vous. Donc l'air de dire si vous n'avez pas tout mis sous clé, c'est votre faute s'il arrive quelque chose. Enfin, moi je trouve,
Je trouve ça, je trouve que c'est aussi entrer dans le jeu, effrayer les gens aussi. Vous savez, quand quelque chose doit se passer, ça se passe. Alors, il faut quoi, se barricader, mettre des alarmes partout. Et voilà, on fait une sorte de surenchère. Après, on tourne un peu à la psycho. Ouais. Oui, je trouve que cette surenchère fait davantage peur qu'autre chose, parce que de toute façon, alors, on le sait qu'il y a les systèmes d'alarme, c'est dissuasif et autres. Mais enfin, bon. Pour autant, est-ce qu'on a envie de vivre comme ça aussi? Voilà. C'est ça, c'est la question qu'on peut se poser. Une certaine liberté. Mais heureusement, moi j'étais dans le sud là ce week-end et on voit encore dans des petits villages. Alors, je pense que les gens étaient là, mais enfin, les portes des maisons étaient ouvertes. Voilà, le rêve. Oui. Mais alors, je vous dis, les gens devaient être à l'intérieur, mais enfin, on se pose même pas la question. Il y a encore des endroits où on se dit, ouf, il reste quelques coins où il fait bon vivre, où on n'est pas là à se barricader derrière des codes, des alarmes, des. Voilà. Bon, c'est un peu. Ça fait rêver. Ça me fait rêver. Ouais. Je comprends, mais je crois que ça fait rêver plus d'un, parce que l'inverse ne fait pas rêver, hein, la vidéosurveillance, se barricader, parce que malheureusement, bon, moi je suis un peu fataliste, mais je me dis ce qui arrive doit arriver. Enfin, il y a des moments où de toute façon, on peut pas aller plus loin. Effectivement. Non, mais donc on est obligé à un moment donné d'accepter puis de se dire. Peut-être que je l'attendais pas. Je suis plutôt quelqu'un de peureux, mais le vol, vu qu'on faisait honnêtement, on fermait, j'avais vraiment pas l'impression. C'est pas une des choses qui me faisait très très peur. Oui, oui. Donc je pense que je l'ai pris de plein fouet aussi à cause de ça. Mais je me dis, vous voyez, quand je vous entends dire que vous avez voulu, et je le comprends, parce que rester dormir même dans votre maison, parce que c'est votre maison, vous vouliez vous réapproprier les choses, mais c'est vrai que on doit pendant longtemps se sentir complètement sans dessus dessous aussi, plus de repères, et de se dire que quelqu'un est venu fouiller dans notre intimité. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas un coin qui l'a pas touché. Et je vous dis, même encore maintenant, même après avoir nettoyé, j'ouvre ma table de nuit, la nuit spécialement. La nuit, c'est quand même plus anxiogène. J'ouvre ma table de nuit. Je me dis toujours, ah oui, il y a quelqu'un qui l'a touché. Même ma petite table. C'est des trucs qui me restent. Alors, c'est pas dramatique. Comme je disais à Paul tout à l'heure, ma vie n'est pas en jeu. Mais il y a quelque chose qui est cassé. Il y a la confiance. Il y a quelque chose où vous devenez méfiant. Vous voyez quelqu'un qui tourne autour de la maison, vous dites, est-ce qu'au moins, donc il y a quelque chose qui est cassé quand même si je peux très bien vivre avec ça, mais puis d'en parler, je vous dis, c'est comme un peu de le banaliser, pas plus le garder en cachet. Parce que j'ai l'impression que parfois il y a une gêne à en parler, ou les gens peut-être gênés, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est très apprécié de parler de ça beaucoup. Ah bon? Pourquoi? Même au niveau journaliste ou autre, vous entendiez assez peu il y a des articles quand même en disant que, notamment quand on publie les chiffres sur la délinquance, que hors contexte attentat, parce que évidemment, sur les violences, les attaques faites aux personnes étaient en diminution. En revanche, sur les biens, les cambriolages et tout ça augmenté. Oui. Je parle hors contexte, évidemment, attentat, parce que bon. Ça, c'est encore un autre problème, hein. Oui. Non, alors ça, c'est certain. Ah, pour l'anecdote, j'ai encore un petit truc à vous dire qui paraît de rien du tout, mais qui m'a fait très très bizarre, c'est que ma maman, qui est morte juste après ses 90 ans, elle avait refait au mois de décembre une assurance. Elle avait dû refaire l'assurance pour la maison. Et le gag, enfin, ça paraît gag, je le dis comme ça, mais ça m'avait tellement choqué, pas pour la valeur qu'on a dû payer, mais pour le geste, c'est que l'assureur qui était venu y refaire son contrat avait oublié de lui préciser qu'elle devait mettre avec effraction. Alors le gag, c'est qu'une assurance, s'il n'y a pas d'effraction, elle peut se retourner contre vous en disant ils n'ont pas dû faire effraction, vous avez laissé ouvert. Et cet assureur avait oublié. Donc quand on lui a dit, pour ma maman, une fois qu'elle était décédée, en disant écoutez, elle était assurée chez vous, ils ont cassé une porte, ils ont fait ça. Ah oui, mais alors pour ce qui est du bâtiment, on peut pas, parce que sur les clauses du contrat renouvelé, c'était pas marqué, il aurait fallu préciser avec effraction. Bah oui, mais ça, dès qu'ils peuvent ne pas payer aussi, il faut toujours lire la dernière petite ligne. Enfin, c'est ça. Hein, ils cherchent toujours. Elle n'avait pas fait avec effraction au mois de décembre. Vous voyez, une personne qui avait à l'époque 89 ans, on lui suggère pas de mettre avec effraction. Et quand au mois d'avril, elle
elle a fin de vie, vous téléphonez, vous dites voilà, moi, ben même elle était décédée entre-temps. Écoutez, ils ont cassé la porte, ils ont cassé la fenêtre là. Ah oui, mais alors pour le bâtiment, on a eu par contre alors une autre assurance qui était adorable, qui a dit non, écoutez, on va vous prendre une porte, on va vous prendre une fenêtre. Mais l'assurance maison qui tout à coup a dit non, on a oublié, ouais, il a dit on aurait pu non, on n'a pas oublié, il a dit on aurait pu lui proposer avec effraction. Et ça m'a aussi un petit peu alors choqué, c'est pas comme je vous dis pour le montant, c'était juste sur le geste de dire ah oui, s'il y a pas effraction, on vous dit il faut fermer, puis si vous avez fermé puis vous n'avez pas mis avec effraction, alors si ça peut rendre service à quelqu'un, regardez bien que ce soit avec effraction. Maintenant, voyez, je on a une reçois très bonne assurance. beaucoup de témoignages, Jocelyne, ou qui rebondissent, enfin qui disent Loulou dit moi j'ai vécu un cambriolage comme un viol, c'est insupportable, dit-elle. Il y a Marie-Jo qui est à Narbonne qui dit je vous comprends, pour moi je l'ai aussi vécu comme tel, ça bouleverse une vie, bien à vous, vous dit Marie-Jo. Il y a Sido qui dit victime il y a 10 ans d'un cambriolage. Depuis, j'arrive plus à faire entrer quelqu'un chez moi. Est-ce que vous y arrivez? Bon, on voit le moins possible, effectivement, par des amis très proches, oui, j'aime pas. Donc, même un corps de métier qui vient pour une réparation, je n'aime plus. Et encore une personne qui dit, je suis tout à fait d'accord avec l'analogie vol-viol. J'ai été cambriolée 2 fois à Paris, voir les tiroirs de lingerie par terre, les jouets des enfants chamboulés, leurs pièces de 5 € volées. Je ne portais plus ma médaille de baptême, mais elle m'a été volée et ça a été quelque chose de très douloureux. Merci beaucoup d'avoir témoigné sur ce sujet, Jocelyne, qui fait beaucoup réagir. Alors, donc merci, on doit se quitter. Merci. Merci, bonne soirée, bon courage à vous. Au revoir. Toute bonne soirée, merci. Au revoir. Pour tout. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. La nuit est à vous sur Europe 1. Nous sommes à vos côtés jusqu'à 1h du matin pour faire reculer les ombres qui vous empêchent peut-être de trouver le sommeil. Alors ne restez pas seul avec vos interrogations, avec vos angoisses. Parlez-en avec nous au 39 21, numéro que je vous invite à composer si vous souhaitez me parler d'un problème particulier. Vous pouvez également réagir à ce numéro 39 21 pour suite à un témoignage qui fait écho à votre histoire. Vous avez également les mails à votre disposition, europe1.fr, les SMS au 7 39 21 ou encore la page Facebook. Alors beaucoup de messages qui sont arrivés suite au témoignage de Jocelyne qui avait peur un peu de dire finalement d'en parler, de parler du cambriolage, de la façon dont elle l'a vécu. Et je vois vos réactions que vous comprenez tout à fait ce qu'elle a pu ressentir, même si elle est restée d'ailleurs pudique sur ce sujet. Quelqu'un lui demandait si elle avait songé à déménager, et c'est vrai que j'ai reçu un mail de Lou qui dit: je comprends qu'on associe que les gens disent comme ça spontanément que c'est une sorte de viol. Elle dit une sorte de viol psychique. J'ai subi 2 cambriolages, dit Lou. L'un enfant, l'autre adulte, les 2 fois en mon absence. Après un certain temps où je me sentais comme épiée, j'ai pu retrouver la sécurité chez moi. Depuis, j'ai changé de région et je me sens parfaitement en sécurité dans mon petit studio. C'est important et j'apprécie d'ailleurs chaque jour ce sentiment de sécurité. Par contre, depuis le premier cambriolage enfant, je fais régulièrement, mais pas souvent heureusement, des cauchemars d'effraction où la porte s'ouvre toute seule par une force invisible contre laquelle je ne parviens pas à lutter. On va accueillir maintenant Eva. Bonsoir Eva. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous aussi, quand vous avez entendu Jocelyne, vous avez sauté sur votre téléphone 3921 pour... Vous n'auriez peut-être pas appelé sinon, hein ? Mais non, c'est son témoignage qui vous a donné envie de réagir et de nous faire part de votre expérience plutôt angoissante d'ailleurs. Complètement angoissante. Voire très angoissante, oui. Très angoissante. Dans une jolie ville de vacances, d'une maison familiale, avec en fait le soir où ça s'est passé, 4 personnes qui sont arrivées dans la maison avec armes et saisies de la maison et de toutes les personnes qui y étaient pour un bijou qui avait été sans doute commandé et qui avait été repéré. Voilà. Ils savaient ce qu'ils venaient chercher. Bien sûr. Quand ils ont eu ce qu'ils avaient trouvé, ils sont repartis. Je vais passer les détails de prise de téléphone,
de clés de voiture, etc. Donc une intrusion dans une maison, c'est même pas un cambriolage. Étant présent, c'est une intrusion dans une maison avec armes, saisie d'une famille entière de 3 générations pour un bijou. Oui, donc donc ils ont débarqué comme ça et ils cherchaient ce bijou. Tout à fait. Et ça a duré longtemps. Ça a duré trop longtemps. 16 minutes. 16 minutes, c'est très très long. Très très long. Quand on a des enfants dans une maison, les grands-parents, les enfants et les petits-enfants, maison de vacances, voilà. Avec armes. Oui, c'est effrayant. Enfin, c'est totalement effrayant. Enfin, d'ailleurs, qu'on soit en vacances ou pas, mais vous décrivez dans ce contexte où c'est un peu de légèreté, de plaisir d'être ensemble en famille. Parce que ça date d'il y a 4 ans, donc. Non, de légèreté. Je parle des vacances là, en principe. C'est ça que je voulais dire. En principe, la maison est ouverte, le jardin est ouvert, c'est l'été, le dernier week-end d'août, la maison est ouverte, il fait une température douce, tout le monde est insouciant et tout le monde profite de ces derniers jours de vacances et une éruption dans cette maison d'hommes armés qui séquestrent en fait la maison pendant 14-15 minutes. Voilà. Alors parce que là c'est tout d'un coup la violence qui fait éruption comme ça, brutalement, la peur, je sais pas si on pense, à quoi on pense, si d'ailleurs on peut penser, parce qu'il y a quelque chose de sidérant dans... On ne pense pas, on a une arme sur la tête, nos enfants dorment dans des chambres. Et vous en braquez, d'accord, enfin c'était vraiment... Complètement braqué, oui. On ne pense à rien et on se dit que le pire peut arriver. Comment on se remet de ça ? Parce que c'était un peu la question de Jocelyne, alors malheureusement on monte en puissance. On se remet de 2 choses l'une, soit on est dans le déni et on trouve ça léger. Léger ? Non, je crois qu'on ne peut pas trouver ça léger. Hein. Non, certaines personnes peuvent trouver ça, être dans le déni et trouver ça un épiphénomène, et après, quand on est plus fragile ou plus réceptif, c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. J'ai envie de dire, alors le déni, c'est un système de défense, donc d'accord. Mais dire que c'est quelque chose d'anecdotique, enfin, je pense des individus qui prenaient de chez soi, qui vous braquent une arme sur la tempe, sur la tête, ça n'a rien d'anecdotique de toute façon. Il n'y a pas besoin d'être fragile pour être mal, je trouve. Non, après, vous savez, chaque personne individuellement ça, c'est clair. L'histoire comme elle le veut. Donc, il y a des personnes qui arrivent à prendre ça en disant c'est un épiphénomène. Et vous, alors, comment vous l'avez vécu ? Moi, pas du tout. Moi, c'était un cauchemar et ça l'a été pendant très, très longtemps. Et ça peut l'être encore aujourd'hui. Vous en faites des cauchemars ? Bien sûr. C'est juste horrible de se retrouver avec... alors oui, nous sommes aujourd'hui en grande alerte de terrorisme, etc., qui sont abominables. Et après, on peut se retrouver face à ça chez soi. Et je ne vais pas dire que c'est plus ou moins... Ah non, on ne va pas faire d'hiérarchie dans la violence. Est-ce qu'ils ont été appréhendés ? Non, bien sûr que non. Bien sûr, non, on aurait pu, puisque vous dites que c'était quelque chose apparemment de commandité, qu'ils savaient ce qu'ils venaient chercher, les policiers auraient pu remonter des pistes. Mais les pistes n'ont pas été retrouvées, les voleurs n'ont pas été retrouvés, tout se passe bien, on ne doit rien dire dans cette très très jolie ville de vacances, il ne s'est rien passé, voilà. Bon. Mais écoutez, je vous remercie pour ce témoignage qui fait un peu froid dans le dos, à vrai dire. On espère qu'on va pas passer la soirée là-dessus, parce qu'on va pas monter en puissance. Je crois qu'on a surtout besoin un peu de douceur et d'apaisement. C'est pas du tout monter en puissance. Il faudrait juste que l'on sache que, voilà, je vais pas faire la montée des horreurs
non plus et la hiérarchie des drames. Mais oui, cela se passe. À la limite, j'aurais préféré un cambriolage dans une maison inhabitée, etc. Il faut savoir juste un truc, c'est qu'aujourd'hui, il se passe ça en France, dans beaucoup d'endroits, des prises d'otages dans des familles pour un bijou, pour un meuble, pour de l'argent, voilà. Ça reste quand même exceptionnel, il faut le dire. On a eu le témoignage, enfin il y a eu l'histoire dramatique de cette famille juive qui ont été braquées aussi, enfin avec armes et menacées du fait. Mais de dire heureusement, ça reste exceptionnel quand même que des cambriolages, ça c'est loin d'être exceptionnel malheureusement. Des gens qui se font braquer comme vous l'avez été parce qu'on vient chercher un objet, un bijou en particulier ou un meuble. Heureusement, ça reste quand même exceptionnel. On va pas non plus tomber dans la psychose. En fait, je veux pas du tout mettre de psychose ni rien. C'est pas du tout mon propos. Mon propos est de savoir que cela se passe dans beaucoup d'endroits et que en fait, nous ne devons pas en parler. Voilà. Non, alors ça c'est un peu différent. La preuve, vous en parlez ce soir sur Europe 1, quand même. Donc, vous pouvez, donc on peut en parler. Et quand ça arrive, la presse s'en fait l'écho. D'ailleurs, on en a parlé. Si. Je peux vous dire que cette histoire dans une ville de vacances un peu huppée et très connue, personne n'en a parlé. Les médias n'en ont pas parlé. Parce que la police ne veut pas qu'on en parle, parce que ça fait une mauvaise publicité pour la sécurité des vacanciers et des... je vous laisse libre de vos propos, mais je pense que quand il arrive des affaires aussi graves, je pense quand même qu'il y a un relais et de toute façon, derrière, des enquêtes qui suivent. Je vous remercie d'avoir témoigné, Eva. Bonne soirée. 39-21, vous êtes bien sur Europe 1. La ligne est ouverte jusqu'à 1h du matin. Alors, si vous avez un peu une difficulté dans quelques domaines que ce soit familial, sentimental, professionnel ou autre, n'hésitez pas à composer ce numéro pour échanger avec nous. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bien content de vous entendre. Suite à mon message depuis quelque temps là. Oui, votre message, attendez, de quel message parlez-vous? J'avais parlé de mes voyages, mes futurs voyages, mes futurs amours aussi. Oui. Je devais partir en Sicile, qui s'est fait. Vous êtes parti? Mais bien sûr. Mais je suis revenu bredouille. Hein. C'est-à-dire sans amour d'été? Oui. Mais parfois, vous savez, ils passent pas les premiers frimas de l'automne, les amours d'été. Non, mais pour vous dire aussi que là, depuis quelques mois, il y a pas une hécatombe, mais là, le jour de Pâques, je devais emmener ma mère chez sa sœur et en arrivant devant la maison de retraite, on m'a annoncé que ma mère, il y avait 20 minutes qu'elle était morte. Ah là là, et ça a été puisque vous aviez prévu de l'amener voir votre tante, c'est qu'elle se sentait en forme pour faire une sortie. Eh oui, mais c'est comme ça. Elle est morte heureuse. Là-dessus, 2 mois après, une dame que je connaissais de Bellegarde, elle est allée se coucher le samedi soir de Pentecôte, hémorragie cérébrale, à nouveau en deuil. Et puis, comme je fais partie de la pétanque aussi, j'ai un collègue de 56 ans aussi, crise cancer des intestins. Depuis que je suis rentré de Sicile... Depuis, oh là là, oui, ça suit. Les malheurs s'accumulent autour de vous. Vous êtes rentré quand de Sicile? Il y a déjà 15 jours. Oui. Bon, ça s'est bien passé. Est-ce que, est-ce que vous avez pu profiter de vos vacances? Oui, bien. Oui. Bien. C'est la première fois que vous alliez en Sicile? Oui, c'est la première fois. L'hôtel était magnifique, un jardin magnifique. Oui. J'ai traîné un peu dans l'épinette avant d'aller... Jean-Claude, on ne se refait pas. Quand vous ne traînez pas dans les rues d'Annecy où vous entendez des clochettes, c'est bien de vous dont il s'agit. Vous allez traîner dans l'épinette en Sicile, en espérant qu'il se passe des choses. Mais il se passe rien du tout. Encore moins qu'à Annecy? Encore moins, oui. Et puis, figurez-vous que il y avait des beaux hommes qui jouaient au volleyball sur la plage. Ils sont beaux, les mais Siciliens. Ils étaient mariés, mais bon, il faut pas rêver. Ils étaient mariés. J'ai eu le plaisir des yeux. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que parfois on n'a même pas ce plaisir-là. Parce que j'étais sur mon transat, il y avait une Italienne qui dormait sur le transat, mais costaud, costaud de costaud. Elle avait les bras plus gros que mes cuisses.
C'est pas la pauvre. C'est pas grave. Oui, mais bon, non, c'est pas grave. Et pas grave. Justement, c'était bien. Elle profitait du beau temps, du soleil et tout. Elle se fichait de se compenser. Oui, elle avait bien raison. Je rigoler parce que chaque fois qu'elle se tournait sur le transit, elle lâchait une caisse. Ah oui, ça c'est moins sympathique. Vous étiez juste à côté, vous? Ah ben j'étais à côté et je rigolais tout seul. Décontracté, bon, oui. Les gens qui étaient à côté. Vous aviez le son et l'image. Bon. Et les gens qui me connaissaient, ils m'ont dit, mais qu'est Jean-Claude, mais pourquoi tu rigoles? Alors j'ai dit, il faut que je vous en raconte une. C'est un peu surréaliste, oui. Il m'en arrive toujours des vertes et des pas mûres. Vous étiez parti seul en Sicile? Non, en groupe. Ah, en groupe. Mais là, je reviens du Monténégro. Mais vous n'arrêtez pas? J'arrête pas. Et pareil, vous partez, c'est des voyages organisés? Un groupe aussi, 8 jours au Monténégro. C'est pas le même, Non, c'était pas le même. Non, à chaque fois, ce sont des voyages organisés. Oui, voilà. Dites-moi, ils doivent pas s'ennuyer avec vous, là, les... Ah non. Ça va être plaisant de voyager avec vous. Ah oui, moi j'attire toujours le monde. Hein. Ça m'étonne pas. Toujours une bricole, alors donc j'enjolive vraiment les trucs et ça fait rire tout le monde. Bah oui, c'est ça. Et puis là, on est allé sur un bateau dans le golfe de Kotor, là. C'est magnifique. Eh ben, je me suis fait quand même draguer par un serveur. Hein. On mangeait sur le bateau. Je me suis fait draguer quand même. Est-ce qu'il était beau? Ah, il était pas mal. Hein. Ah, bah alors, voyez. Mais bon. Voilà, mais pourquoi vous n'avez pas sauté sur l'occasion, vous qui cherchiez même si c'est furtif, un petit amour de vacances? Sur le bateau, c'était sur le bateau. Journée, alors donc voilà quoi. On peut s'enfermer dans la cabine. J'ai des yeux quand même. Hein. Bon, alors pour le moment, beaucoup de plaisir des yeux, mais le reste. Voilà. C'est déjà, écoutez, vous avez fait le plein d'images. Je vais repartir encore 2 jours là en Haute-Savoie, du côté de Chapelle d'Abondance. Aussi, je vais aller voir la Fondation Gianala, l'exposition de peinture de Cézanne. Ah oui, vous bougez beaucoup. Et là, alors, vous ne le faites pas... là, vous le faites seul Seul, oui. Seul, vous le faites. Mais je vous remercie d'ailleurs parce que vous m'avez envoyé une petite carte récemment. Oui, bien sûr. D'Annecy, où j'ai fait tout de suite le lien puisque vous me parliez des clochettes d'Annecy. C'est gentil d'avoir pensé à nous. Oui. Et puis, est-ce que vous connaissez Ivoire, en Haute-Savoie? Non. C'est un village médiéval au bord du Léman, là, qui est absolument magnifique. Ah, je vais noter. Il fait pas partie des plus beaux villages français dont Stéphane Bern en parle. Et on y mange les filets de perche. Hein. Il y a une allusion cachée avec vous, je me méfie, Jean-Claude. Non. On bien tout honneur, là. Non, ah bon, d'accord. Voilà. D'accord. Et puis, je vais vous faire encore rigoler parce que j'ai des amis, j'ai jamais parlé que je téléphonais à Europe numéro 1. Oui. Mais à Saint-Genis-Laval, Marie-Jo, elle m'a reconnue. C'est pas vrai. Elle m'a reconnue. Mais c'est une amie. Elle m'a dit, tu sais, tu tiens l'antenne avec Caroline Dublanche, mais tu as fait ça toute ta vie, hein. Ah c'est vrai que vous êtes formidable, hein. Vous êtes à l'aise, vous êtes comme chez vous. Et pourtant, vous n'avez pas appelé souvent, en fait. Non, j'ai le temps à passer. Il y a Marie-Lou aussi d'Albi-sur-Chéran qui a écouté l'émission, qui m'a dit, je t'ai bien reconnu aussi. Hein. Ça, forcément, j'essaie de préserver un certain anonymat quand je dis ne donnez pas les lieux. Ça dépend aussi, évidemment, du témoignage qui est évoqué, hein, quand il y a d'autres personnes. Mais là, avec vous, heureusement, on évoque en général plutôt des choses gaies et joyeuses, même si, depuis dans votre vie, le retour a été difficile et je comprends que vous ayez besoin de changer d'air et de vous évader un peu. Et puis là, j'écoutais juste la Jocelyne, là, c'est les propos des cambriolages. Oui. Et là aussi, j'ai mes voisins, tant d'aller au restaurant, ils sont revenus, la maison était toute renversée, hein. Et puis j'ai fait le mariage de ma nièce à Jeun au mois de juillet. Oui. Tant de présenter toute sa famille dans sa maison. Le beau-frère, ils sont rentrés chez eux. La maison était toute dévalisée. Hein. Oui, ça va très vite, parfois, malheureusement. Sauf la maison, la chambre des enfants. Alors, il paraît qu'il y a une signification. Il paraît que c'est des gitans. Quand il concerne les enfants, ils ne touchent pas les affaires des enfants. Alors ça demande à voir. Oui, ça il faut voir effectivement parce que c'est pas vérifié, mais enfin tant mieux pour les enfants et parce que Lou nous en parlait dans son témoignage en disant que là aussi pour des enfants ça peut être évidemment très très perturbant. Traumatisant. Hein. Moi j'ai vu un résultat de cambriolage. On se demande où on est. Hein. C'est un viol, hein, une sorte de viol. Hein.
Ben, ça c'est bon, ça revient beaucoup en tout cas dans les propos des gens qui en ont été victimes. On marque une pause, mon cher Jean-Claude, on se retrouve tout de suite. D'accord. Europe 1. Jean-Claude, vous voyez, il n'y a pas que Marie-Jo, et j'ai oublié le prénom de l'autre dame qui se souviennent de vous. Il y a Marie aussi qui dit, je me souviens très bien de ce monsieur, il est vraiment très très drôle, et ça fait du bien de vous entendre, vraiment, surtout un soir comme ça, vraiment. Il y a Sergio qui vous dit, ah non, c'est Margaret qui dit, si vous voyez la dame de Haute-Savoie, dites-lui bonjour de ma part, dit Margaret, de la part de Francis. Et il y a quelqu'un qui dit, ah, Jean-Claude et ses péripéties dans l'Épinède, on attend la suite. La prochaine excursion, au prochain voyage. Jean-Claude va-t-il trouver l'amour? Je vous tiendrai au courant. Ah ben, on y vous compte enverrai bien. des dragées. Pourquoi? Si vous vous mariez? Oui. Ah ça m'étonnerait. J'espère. Ah si, moi, j'adore les dragées. Alors donc j'espère que vous allez vous marier bientôt, mon cher Jean-Claude. Oui, d'ici là, profitez bien de vos petites excursions. Et j'ai noté le village d'Ivoire là dont vous nous parlez. Oui, mais il faut y aller. Bon, ça va être la fin, à la fin du mois là. Mais au printemps et en été, c'est magnifique. Magnifique. Certainement, il y a de très très jolis coins, il y a plein de jolis villages à voir en France. Je vous embrasse, mon cher Jean-Claude, et merci pour votre bonne humeur et votre fantaisie, ça fait du bien. Bonsoir et à bientôt. Bonsoir, à bientôt Jean-Claude. Au revoir. Vous êtes bien sur Europe 1, c'est l'heure de votre libre antenne, de 22h30 à 1h du matin. La ligne est ouverte, vous avez carte blanche pour nous parler de tout ce qui vous tient à cœur. Vous pouvez, si vous n'arrivez pas à joindre Paul ou Amandine, nous laisser un message sur le répondeur de l'émission au 39 21. Et si vous souhaitez être appelé, eh bien, n'oubliez pas d'indiquer votre numéro de téléphone. Et le répondeur est en service 24h/24 et 7 jours sur 7. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Oui, donc moi c'était pour vous raconter un peu mon histoire de 41 ans de mariage. Ah, ça va être long, alors on va aller jusqu'à 1 heure là. Pour comment on raconte 41 ans de mariage, Marcel? Non, justement, c'est 41 ans de mariage un peu identique du premier au dernier jusqu'à maintenant, quoi. Et les premiers temps, ça a été super. Je vous raconte au niveau du couple. Oui. Et puis, après, il y a eu le premier enfant. Et à partir de ce moment, ça a été plus ou moins bien. Moi, je voulais beaucoup d'enfants. Je suis très maternelle, donc j'ai eu 4 enfants. Oui. Et puis. Et votre mari, lui, était plus. Il se faisait tirer l'oreille. C'est-à-dire que non, mais j'ai une de ses sœurs qui m'avait dit, il y a pas des années, que je lui avais expliqué, maintenant j'en parle plus dans sa famille, et qui m'avait dit, mais tu sais, il aime pas les enfants, il a jamais aimé les enfants, t'en as eu 4 et tu fais un métier avec des enfants, parce que je faisais un métier avec des enfants. C'est curieux de la part de sa sœur de dire ça. Et puis en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Il aime pas les enfants. Soit elle avait quelque chose à vous dire à ce sujet, soit il y a des personnes qui ne sont pas spécialement attirées par les enfants, mais qui avec leur enfant développent un lien profond et de qualité. Ça veut pas dire grand-chose finalement ce qu'elle vous disait. C'était pas très gentil en tout cas, je trouve, de la part de votre belle-sœur. Et puis, voilà. Et de là, il en est ressorti que c'est un homme qui parle très peu et qui parle beaucoup dans sa famille quand on avait des repas. Donc, si bien que là maintenant, je ne vais plus du tout avec lui. Au niveau d'où on habite, les voisins, tout ça, il parle très bien avec eux. Et à partir du moment où il rentre à la maison, il ne parle plus. Il ne parle plus. Donc hier soir, j'ai eu une grosse conversation avec lui et je lui ai dit que moi, j'en pouvais plus. Qu'à l'âge que j'avais, le peu de temps qu'il me reste à vivre et je suis malade, que j'ai pas envie de le vivre comme ça, donc que je voulais partir. Et puis, voilà, donc on a une maison. Naturellement, on est à 2. C'est pas évident. Et moi, la maison, elle n'est pas adaptée pour moi. Parce que j'ai beaucoup d'arthrose, je ne peux plus monter les escaliers, enfin bref, c'est très très dur. Et puis, je lui ai dit hier soir, on vend la maison et puis on se sépare.
Mais Vous en aviez gros sur le cœur, là. Hier soir, vous avez... Ah ouais, vraiment... hier soir, vraiment, j'en pouvais plus. Il s'est passé quelque chose ou c'est encore un dimanche ordinaire ou Non, en fait, il s'est passé quelque chose en fin de semaine. C'est que j'ai pas le droit de toucher au compte joint parce que j'ai toujours travaillé. Donc j'ai toujours travaillé et je me suis toujours débrouillée toute seule. Ne serait-ce que pour mes enfants, les courses, il participait à tous les frais de la maison et tout ça, il n'y a pas de problème, il boit pas, il sort pas, il n'a pas ces défauts-là, quoi. Je veux dire, c'est uniquement une question de compréhension de pas parler. Et ça, attendez, là vous, alors j'entends ça, oui. C'est-à-dire le fait de, je comprends que ça soit lourd de cette absence d'échange, de dialogue, d'intimité, mais c'est lui qui dit que vous n'avez pas le droit de toucher au compte commun ? Oui, il ne veut pas. Alors pourquoi l'appeler compte commun ? Il a qu'à avoir son compte et vous le vôtre ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi j'ai le mien. Oui, non, mais heureusement, vous me dites que vous êtes courageuse, vous avez 4 enfants, vous avez toujours travaillé, mais si c'est un compte commun, par définition, c'est le compte du couple, donc pourquoi vous interdit-il d'y toucher ? Je sais pas pourquoi, parce que là, en plus, depuis que je suis en maladie, il me dit, tu prends... parce que je vais au drive maintenant, puisque je ne peux plus faire de courses. C'est à cause de vos problèmes d'arthrose, là ? Oui, voilà. J'ai beaucoup de mal à marcher. D'accord, oui, vous êtes... Et puis, sans lui demander, j'ai fait 60 € de course au drive, et il a enlevé la carte sur le drive. Donc, c'est là que... oui, c'est très mesquin. C'est très mesquin, je trouve. Enfin... Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que tu m'as pas demandé. Non, mais j'ai dit à l'âge que j'arrive, il faut que je te demande pour acheter 60 € de course. Il a toujours fait comme ça ou c'est un comportement qu'il adopte ? Non, il a toujours agi. Non. Il est radin ? Il est radin ? Non, je sais pas. Oui, c'est toujours moi qui ai toujours... Lui, il a toujours payé toutes les charges et tout ça. Et moi, j'ai toujours... Parce que nos enfants, maintenant, sont mariés. Et on a 7 petits-enfants. D'accord. Et si vous voulez, moi, mon plaisir, comme j'adore les enfants, ce qui me fait beaucoup plaisir, c'est d'offrir des petites choses à mes petits-enfants. Ah oui. Et ça, lui, il ne supporte pas. Là, pour la rentrée, j'ai acheté des petites choses pour mes petits-enfants. Donc, c'est pour ça qu'il a coupé la carte. Et en plus, je l'ai payé avec mon compte. Hein. Mais alors, il ne supporte pas que vous leur fassiez des cadeaux, même si c'est avec votre argent ? Non. Mais il vous le reproche ? Oui. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Oui, parce que il me le reproche parce qu'il me dit que si je peux pas payer les courses avec ma carte, c'est que en fait j'ai acheté. Oui, d'accord, ailleurs. Je comprends. J'ai acheté à côté. Non mais. Il dit t'as qu'à pas dépenser à côté, comme ça tu pourras payer les courses. Lui, il ne les gâte jamais, ses petits enfants ? Non. Non. Mais est-ce que par ailleurs il se montre généreux en attention ? Est-ce qu'il joue avec eux ? Il est attentif à eux ? Un petit peu plus maintenant, mais je sais qu'avec nos enfants, non, jamais. Notre fils, encore pire. Et puis, par contre, là, comme je voudrais partir, Et j'ai peur de partir parce que comme maintenant, moi, je ne peux plus rien faire chez eux. En fait, je peux encore regarder mes petits-enfants à la maison, des choses comme ça. Mais je ne peux plus aller chez eux faire, par exemple, du ménage, du repassage, des choses comme ça. Mais mon mari, lui, étant en bonne santé, va faire le jardin, va faire tout ça. Donc, mes enfants se sont rapprochés de leur père, vu que maintenant, il est plus rapproché vers eux. Parce qu'il a moins maintenant à donner que quand ils étaient petits. Oui, il est plus à l'aise avec des adultes qu'avec des enfants. Je pense, je sais pas. Je sais pas. Dans un sens, tant mieux qu'ils se soient un peu, même si c'est sur le tard, qu'il y ait un peu quelque chose avec leur père. Mais vos enfants ne vous reprochent pas quand même de ne plus pouvoir les aider. J'entends faire le ménage, faire tout ça, ils peuvent se débrouiller. Il faut que vous gardiez le côté plaisir. Oui. C'est-à-dire que j'ai eu une très grosse année l'année dernière. J'ai été suivie par des psychologues longtemps parce que il y a eu le mariage de ma fille dernière. Et elle a été prise du début à la fin de la mise en route de son mariage. Oui. Je me reprochais que j'allais lui gâcher son mariage. Pour quelle raison ? Je sais pas.
Je sais pas, j'ai pleuré, mais ma psy, elle m'a dit arrêtez, parce que là, j'ai dit, est-ce qu'on peut mourir de chagrin? Elle m'a dit, bien sûr, mais je pouvais plus m'arrêter pendant un an. Je n'ai fait que pleurer. Vous avez demandé à votre fille pourquoi elle vous reprochait ça? Pourquoi elle possible. Je ne pouvais pas correspondre avec eux. C'est pas possible. Dès que je parlais, j'avais tous les maux de la terre. Mais ça va mieux depuis avec elle? Oui, depuis le mariage est passé. Donc elle était très très stressée, votre fille, par ce mariage. Très stressée, et puis elle a dû tout remettre sur moi. Pourquoi? Parce que vous vouliez l'aider dans l'organisation ou... Ben non, justement. Non, vous ne pouviez pas, parce que vous étiez mal. Voilà. Alors qu'elle aurait aimé s'appuyer sur vous. Voilà, parce que mon futur gendre à l'époque m'a reproché de ne pas m'être investi dans le mariage. Bon, enfin, quel âge ont-ils? Mon médecin m'a dit, mais est-ce qu'ils se rendent compte, dans l'état où vous êtes, comment veulent-ils que vous participiez aux frais du mariage? C'est pas possible. Il me dit, vous pouvez pas marcher 10 mètres. Mais vous avez une grosse poussée d'arthrose. Qu'est-ce qui se passe? Comment êtes-vous? Oui, j'ai une arthrose évolutive et une fibromyalgie. Ah oui, d'accord. Oui, donc je comprends. Et comment êtes-vous prise en charge par rapport à ça, au niveau de la douleur? Je suis sous morphine depuis 22 ans. Parce qu'autrement, j'aurais pas pu travailler depuis l'âge de 40 ans. En fait, ça a commencé à l'âge de 40 ans. Donc, mon rhumatologue m'a mis sous morphine, justement, pour que je puisse continuer à travailler. Mais vous ne la prenez pas en continu? Oui. Oui, depuis 20 ans, oui. C'est incroyable, ça, quand même. Ouais. Et on ne vous a jamais proposé un peu des cures Alors, parce que je pense notamment sur la fibromyalgie, où pendant longtemps, ce n'était pas reconnu. Les médecins eux-mêmes avaient des patients comme vous qui souffraient terriblement, mais on ne trouvait pas de cause physiologique. Maintenant, cette maladie est mieux prise en charge. Il y a toute une approche un peu pluridisciplinaire, et je me souviens en avoir, des auditrices, des auditeurs, souvent des femmes d'ailleurs, on avait parlé dans l'émission, et beaucoup d'entre elles avaient dit que des cures régulières, parce qu'une cure, si c'est fait une fois, ça ne fonctionne pas bien, mais avaient beaucoup amélioré leur fibromyalgie, beaucoup de la kiné, la rééducation dans l'eau. Beaucoup. C'est ce que je fais. Je vais là aujourd'hui, j'y suis pas allée parce que j'y vais le lundi, le mercredi et le vendredi. D'accord. Mais aujourd'hui, j'étais trop. Je suis épuisée Pas bien de ce que vous vivez aussi avec votre mari. Voilà. Et puis. Comment il se monte lui par rapport à ça? Est-ce qu'il est parce que vous dites qu'il ne parle pas. Avant, il y a quelques années, on va dire. Quand je souffrais beaucoup la nuit, il me demandait encore si je voulais un peu de crème, si je voulais quelque chose. Mais là maintenant, il est tourné quand je me couche, il est tourné de son côté et puis il m'entend pleurer et tout, puis il bouge pas. Alors je ne sais pas si comme s'il finissait par comme une lassitude, comme si finalement il s'en fiche, quoi. J'ai l'impression, Vous pensez? Je sais pas. Je sais pas parce que comme de toute façon, là je suis en train de faire mes papiers pour la retraite parce que je suis à la retraite dans 6 mois. D'accord. Il fut un temps où il aurait voulu m'aider ou je sais pas. Mais là maintenant, alors je lui ai dit hier soir, mais on n'a plus rien en commun. Ce qu'on avait, c'était parce que moi j'aime beaucoup les concerts. Et on allait beaucoup en concert, tous les deux. Et ça, c'était des moments pour moi de joie. Oui. Et il voulait bien y aller parce que je lui payais sa place. Et là, j'ai pris 2 places de concert. Déjà, le rapport à l'argent était quand même sacrément problématique. Il n'était pas fichu de payer, même de vous offrir aussi. Non, il m'a c'est terrible cette histoire de compte, chacun paie son truc, enfin. Donc pardonnez-moi, je vous interromps. Donc vous aimiez au moins, c'était un moment de partage, vous aimiez aller. Oui. J'aimais beaucoup aller avec lui. Oui. Et puis je me disais, peut-être qu'il va m'offrir le restaurant vu que j'ai payé les places.
Et j'attendais ça tout le temps de concert. Le temps de concert, j'y pensais pas parce que j'allais devant, je me trouvais bien. Qui est-ce que vous alliez voir en concert? C'est André Rieu, c'est Serge Lama, Julien Clerc. Ouais. C'est assez varié. Là, vous étiez bien. Là, vous étiez bien. C'était oui. un moment où... Au moment des concerts, vous étiez proches l'un de l'autre, oui. Oui. Et puis... on sort de concert, on rentre directement à la maison. On a 1h30 de route. Pendant 1h30, on ne se parle pas. Aller-retour sans parler. Oui, c'est nul. Même pas justement de ce que vous avez ressenti. Et vous lui dites pas dire pour prolonger la soirée, tiens, on pourrait se faire un petit resto. Oh j'arrête pas, et on finit par disputer. Donc parce qu'il y a que moi qui parle. Comme lui ne répond pas. Donc, ça arrive que ça m'énerve. Donc, vous pensez que c'est volontaire, puisque vous dites qu'à l'extérieur, il est assez affable, dans sa famille, donc c'est vraiment... Je le vois sourire que dans sa famille. Je comprends pas pourquoi il est comme ça. Parce que ça ne va plus entre vous, il vous fait la gueule, certainement. Je lui dis hier soir, mais laisse-moi m'en aller, vendons la maison, partons chacun de son côté. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Non. Mais pourquoi non? Parce qu'il veut pas. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Tu préfères me laisser finir. C'est curieux de dire laisse-moi m'en aller, parce qu'en lui disant ça, on sent que vous-même, vous êtes perdu. Vous aimeriez qu'il vous... Peut-être c'est une façon de le pousser à bout, de le provoquer, qu'il vous dise quelque chose, enfin, qu'il vous dise j'ai pas envie, je tiens à toi, malgré tout, je suis attachée à toi. Oui. Même si... on voit, vous n'êtes pas forcément... décidé, déterminé à partir, vous cherchez à le faire réagir, votre mari. Voilà, parce que c'est ce que ma psy m'a dit. Parce qu'elle m'a dit, en fait, est-ce que vous voulez vraiment partir? Oui. Non. Parce que si vous voulez vraiment partir, partez. Oui. Et puis, est-ce que vous l'aimez encore? Parce qu'elle me dit, est-ce que vous l'aimez encore? Bien sûr. Vous l'aimez encore? Oui, mais une fois, il m'a dit que lui aussi. Mais je lui ai dit, pourquoi que tu réagis comme ça? Pourquoi tu me fais ça? Est-ce qu'il y a des moments où il vous dit pourquoi? Parce que visiblement, il s'enferme dans un silence. Jamais. Non, jamais. Est-ce que ça vous a rassuré hier qu'il vous dise non? Finalement, c'est succinct, c'est court, mais oui, vous aimeriez bien sûr autre chose, entendre que c'est parce qu'il est attaché à vous. Peut-être qu'il est lui aussi, malgré tout. Même si vous êtes dans une relation... bien difficile, où il y a plus, vous dites bien, il n'y a plus de plaisir entre vous. Quand on est tous les deux, avant on avait nos enfants tous les week-ends, maintenant on les a plus, c'est vrai qu'ils ont leurs occupations, ils ont des enfants, ils vont à droite à gauche, ça je comprends bien, mais on est là, alors moi je suis en bas en train de repasser, lui il est là-haut en train de regarder la télé ou à l'ordinateur. On est tous les deux, on n'est même pas capable de rester dans la même pièce. C'est-à-dire que vous avez des activités différentes. Parce que je suis toute seule en bas. Alors est-ce que vous lui dites, est-ce que finalement c'est compliqué, vous me dites aussi que vous souffrez beaucoup, donc marcher vous est difficile. Qu'est-ce que vous aimeriez faire par exemple pendant les week-ends? C'est-à-dire que là je suis, parce qu'on est allé 5 jours avec des parents d'un petit garçon que je gardais, on est allé à Lourdes. Et j'avais loué un scooter pour handicapés. Et donc là, ça a été super bien parce que j'ai pu aller partout. Donc je vais m'en offrir un. J'ai une de mes filles pharmaciens, donc qui va m'en prendre un. Donc là, avec le scooter comme ça, je peux aller partout après. Ça serait bien ça déjà. Donc, on pourrait aller se promener après une fois que j'aurai ça, puisque à Lourdes, on a bien tout fait. Vous lui en avez parlé de votre décision d'acheter ce scooter? Oui. Oui, en lui disant que vous aimeriez vous balader avec lui? Puis j'aimerais aller dans les parcs d'attractions avec mes petits-enfants, et puis j'aimerais aller à Euro Disney. Oui, ça tourne beaucoup autour des enfants. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a pas un peu une jalousie de sa part? Peut-être. Un peu dissimulée, mais sur le fait que finalement l'histoire, parce que l'histoire des courses là qu'il vous fait payer en disant t'as trop dépensé, comme si ça empiétait un peu. Finalement, vous dites, vous êtes très maternelle, vous pouvez vous exprimer votre affection, votre tendresse. Est-ce que entre vous me dites il y a plus ça? Est-ce qu'il lui-même en souffre pas un peu? C'est ce que je lui dis, c'est ce que je lui reproche, que si je me rabats
là-dessus, c'est que j'ai pas avec lui. Oui, c'est ça alors, le problème. Certes, mais on n'en finit pas. C'est-à-dire que qui c'est qui a commencé, comme disent les enfants. C'est-à-dire à un moment, vous me dites, vous aimeriez, on vous sent désireuse, vous me parlez de ces concerts, ces moments que vous partagez. Vous avez envie de passer du temps quand vous êtes en bas en train de repasser, lui qui est en haut. Bon, est-ce que vous lui dites ça? Dire ça me manque ces moments d'intimité avec toi. Ben oui, je dis pourquoi on ne fait pas comme tout le monde d'aller se promener. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi qu'on fait pas comme tout le monde? Je reprends votre expression. Oui. C'est un peu, c'est une forme de reproche. Tu vois, les autres et nous, on est là. Dire, c'est pas la même chose de dire que ça vous manque ces moments où vous étiez tous les deux, où vous partagiez des choses, ces moments d'intimité. Vous aimeriez à nouveau retrouver ça, cette complicité. Pour les concerts, je lui ai dit, tu te rends compte que à la fin novembre, je vais au concert toute seule, dans l'état où je suis, parce que tu n'as pas voulu venir avec moi. J'ai dit, est-ce que tu te rends compte, ça, de la peine que ça me fait déjà? Donc, dire, j'aurais aimé y aller avec toi, parce que ça me rappelle les moments qu'on passait ensemble. On avait que ces moments-là, nous deux. Bon, qu'est-ce qu'il vous répond, là? Je ne veux même plus venir. Rien. Il répond rien. Oui, mais c'est là où il faut dire finalement, il faut lui poser la question aussi plus directement. Qu'est-ce qu'on partage ensemble? Moi, et en lui disant que vous aimez. Mais attention, parce que je rejoins votre psychologue qui vous dit, êtes-vous sûr de vraiment partir? N'allez pas précipiter quelque chose que vous risqueriez de regretter. Parce que moi, quand vous m'avez dit au départ, on vend la maison et on se sépare, vous le provoquez, vous cherchez à le faire réagir. Et malheureusement, en face, il se mure dans le silence. Mais vous dites que vous avez encore des sentiments pour lui, pour votre mari. Vous aimeriez faire des choses. Quand on n'aime plus quelqu'un, on n'a même plus envie de faire tout ça avec lui. Hier soir, je lui ai dit, je me demande si vraiment j'ai encore envie d'être avec toi, quoi. Parce que quand je te vois comme ça, je sais même plus si j'ai envie d'être là, à côté de toi. Là, ce soir, le dîner, on l'a fait sans parler, rien du tout. Oui, c'est insupportable, ça. Je suis d'accord, c'est insupportable. C'est-à-dire que si on est là à pas se dire un mot, à pas se parler, à rien échanger, et qu'il n'y a plus de partage... J'ai fermé la télé pour pouvoir discuter, parce que dès qu'on se met à table, il met la télé, il regarde la télé, après c'est terminé. Il évite. Mais il ne vous fait pas de reproches directs. C'est toujours sous ces histoires d'argent, de choses comme ça. Il règle ses comptes avec ça. Il vous fait payer quelque chose comme ça. Par le silence. Mais peut-être qu'il faudrait lui dire moi je peux pas. Là, ce que vous lui dites, je me demande encore si j'ai envie de rester en disant que cette relation où vous êtes seul ou qui tourne au monologue, vous ne pouvez plus. Et que vous lui dites, parfois vous lui dites même des choses qui dépassent peut-être votre pensée, en tout cas que vous n'avez pas forcément envie de mettre en œuvre pour le faire réagir. Et malheureusement, lui... Certainement que quand on se dispute, oui, il y a certainement des mots que je peux regretter certainement après, mais ça me pousse à bout. Lui ne dit rien, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Non, il ne parle jamais. Jamais, jamais, jamais. Oui, donc lui-même, il n'est pas dans... C'est difficile, hein, évidemment, c'est douloureux pour vous. Mais c'est une famille comme ça. Hein. Vous me dites les frères et sœurs sont comme ça. Hein. Oui, c'est paradoxal. Vous me dites que dans sa famille, il parle beaucoup. Oui, mais dans sa famille, si vous voulez, quand il va à des réunions de famille et tout ça. Mais sinon, il n'a pas été habitué. Ses frères et sœurs, tout ça, sont un peu comme lui, quoi. C'est important. Ça veut dire que c'est pas forcément contre vous. Qui ne sait pas forcément comme vous parler de lui de façon un peu plus intime, parler de ce qu'il ressent. En fait, moi je le connais pas parce que depuis qu'on est mariés, il m'a jamais. Ça c'est peut-être un peu exagéré puisque vous me dites que quand même là vous êtes sur le vous-même. Bon, vous êtes
fatigué, un peu triste de ce qui s'est passé hier, mais vous n'avez pas passé non plus 40 ans comme ça. Bon, il y a eu, vous dites, il y a eu des moments et des moments de complicité quand vous parliez ces concerts et autres. Oui, mais bon, là, c'est une accumulation de choses. Il y a la perspective de la retraite, il y a ces douleurs qui sont très envahissantes. À ce propos, d'ailleurs, il y a Stéphanie, qui est à Boulogne, qui dit: ma fille a une fibromyalgie évolutive. Cette année, elle a fait une cure qui lui a fait beaucoup de bien près de Royan. Elle se souvient plus exactement du nom de la ville, mais elle dit: les médecins connaissent. Bon courage, renseignez-vous. Et puis, il y a Brigitte qui dit: peut-être essayer d'éviter le ton du reproche, même si c'est difficile, parce qu'il va se renfermer encore plus. Essayez de l'exprimer, ce que vous ressentez, votre souffrance et votre frustration. Mais attendez avant de prendre une décision, parce que vous voulez plus le faire réagir que réellement partir. Et prenez soin de vous, Marcel. Prenez soin de vous surtout. Occupez-vous de vous. Bon courage. Au revoir. Merci. Au revoir. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Se poursuit sur Europe 1 avec vos appels, vos témoignages au 39 21. On est ensemble, bien sûr, et en direct, comme tous les soirs, jusqu'à 1h du matin, et la ligne est ouverte. Un petit message et des messages, beaucoup de messages pour Jean-Claude, qui vous a fait du bien ce soir avec sa fantaisie, sa bonne humeur. J'en lis quelques-uns. Allez, de Christelle qui dit vraiment un petit coucou d'Annecy à Jean-Claude, qui dégage tant de bonne humeur. Christelle qui habite Annecy également. Lou qui dit: bon, moi personnellement, je préfère qu'il se passe pas trop de choses dans l'épinette, parce que j'adore m'y promener, respirer l'odeur des pins. Elle le dit évidemment avec humour. Allez, on va tout de suite accueillir Fatima. Bonsoir Fatima. Bonsoir. 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 Ouh, voilà, vous avez l'air un peu intimidée. Oui, j'ai un peu le trac. C'est vraiment le trac. C'est la première fois que je parle comme ça. Vous appelez à l'antenne. C'est la soirée des premières fois ce soir. Alors. Donc voilà, oui, c'est la première fois. Donc, je suis intimidée, j'ai le trac, donc de raconter un petit peu mon histoire, quoi. Donc c'est suite à l'accident de mon mari en 2007. Oui. Donc depuis, il a eu un traumatisme crânien. Donc et puis ça fait déjà un certain moment qu'il a eu un accident, qu'il a eu son accident. Et puis, il n'a pas le moral du tout. Il a des douleurs un peu partout. Et puis, il en a marre d'être dans ce monde, quoi. Donc, je voulais vous poser la question comment je pourrais lui donner goût à vouloir sortir, parce que le fait de sortir et tout, c'est très difficile. Pour son moral, il a peur que... Il a peur, oui, de quoi? Il a peur quand je sors avec les enfants et tout, il a peur qu'il nous arrive quelque chose, donc il est toujours inquiet. Et voilà, comme ça lui est arrivé. Qu'est-ce qu'il a eu comme accident? Il était dans une fosse de 4 mètres et il a été enseveli. Donc, dans son travail alors? C'était dans le cadre de son travail? Oui, dans son travail, oui. L'employeur n'a pas mis les panneaux de sécurité, n'a pas mis il n'a pas mis les choses en norme, donc il a été enseveli. Donc il a été dégagé, heureusement, assez rapidement, mais enfin il a dû souffrir de suffocation et de trauma physique. Un traumatisme crânien. Il a eu un traumatisme crânien. Donc heureusement que dans ce trou-là, il y avait 2-3 collègues qui étaient avec eux, qui ont pu lui débarrasser les jambes pour qu'il puisse sortir, parce que sinon il serait mort dans le trou, quoi. Oui, c'est terrible. Donc, l'image du trou et de l'ensevelissement. Il y a combien de temps? Il y a combien de temps? En octobre 2007. Donc ça va faire 10 ans. Oui, ça va faire 10 ans. Donc, il a toujours des séquelles de cet accident. Oui. Séquelles
Séquelles physiques et psychologiques, j'entends, puisqu'on va y revenir, mais il a des séquelles physiques toujours de ce trauma crânien? Oui, il a toujours ces traumatismes physiques sur son visage. C'est pratiquement tout dans le visage. Il a une grosse cicatrice au niveau du visage. Il a, pardon, une grosse cicatrice. D'accord. Une grosse cicatrice au niveau de son nez, quoi. Le nez, il y a 10 ans en arrière, il avait plus de visage. Donc, il se voyait au miroir et puis il voulait partir, il voulait mourir, il disait que c'était un monstre. Et on lui a fait de la chirurgie réparatrice alors? Oui. Bah, oui. Donc, oui, c'est très lourd tout ça. Parce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à la chirurgie, on lui a refait un visage, mais visage dans lequel il ne se retrouve peut-être plus, lui. Non, il a changé un petit peu. Oui, il a changé, que ce soit le moral, que ce soit le physique, en tout, il a changé en tout. Donc, on comprend après un tel accident et après de telles répercussions, quand outre l'angoisse terrible, parce que l'image du trou, de l'ensevelissement, enfin, il doit y avoir des angoisses de mort derrière tout ça, la peur et le trauma crânien qui a aussi endommagé le visage, comme vous dites, il n'avait plus de visage, enfin, où ça a évoqué l'image du monstre. Il faut beaucoup de temps pour se reconstruire. Comment a-t-il été? En général, quand on fait une chirurgie comme ça, réparatrice du visage, ça se fait en plusieurs étapes, il y a tout un accompagnement, parce qu'on sait à quel point ne plus... C'est pas seulement l'aspect esthétique, c'est ne plus se reconnaître finalement dans un miroir. C'est l'image de soi. C'est pour ça que chez moi, j'ai enlevé tous les miroirs. Bon, à part dans la salle de bain, j'ai enlevé tous les miroirs pour pas qu'il aille se voir sur le visage, pour pas qu'il aille se voir sur le miroir et pour pas qu'il me dise je suis un monstre. Et puis quand il se voyait dans le miroir, il voulait partir. Il a déjà essayé plusieurs fois, donc heureusement qu'il y avait un de mes enfants qui était à côté de lui, donc voilà. Mais sans ça, il serait déjà parti depuis longtemps. Vous voulez dire qu'il a tenté de mettre fin à ses jours plusieurs fois? Oui, dans les débuts, oui. Il a essayé plusieurs fois. Et aujourd'hui, il en parle encore? Quand vous dites, vous m'avez dit, il en a marre d'être dans ce monde. C'est lui qui dit ça? Oui. Il en a marre. Il y a des jours qu'il le ressent encore, qu'il en a marre d'être dans ce monde, quoi. Donc après, les enfants, moi j'étais enceinte de 6 mois quand ça s'est produit. Ouais. J'étais enceinte de 6 mois, donc et puis l'employeur ne m'a pas avertie du tout, donc j'étais en pleine panique. En 2007, j'étais en pleine panique, je ne le voyais pas arriver, donc j'ai été à sa secousse. Et donc quand je l'ai découvert à l'hôpital dans cet état-là, j'étais... Je peux même pas vous expliquer, j'étais... Non, on peut pas imaginer ce que vous avez pu ressentir, mais c'est effroyable, oui, donc, puisque vous allez le voir, vous savez qu'il est vivant, mais vous-même, vous ne reconnaissez plus, enfin, il y a quelque chose de très angoissant quand vous l'avez vu. Je me sens... Oui, quand je l'ai vu, il était en réanimation. Et ils ont éteint toutes les lumières pour pas que je vois, comme j'étais enceinte de 6 mois, ils avaient peut-être peur que je perde mon enfant. Oui, le choc. Puis, oui. Donc, grâce au ciel, grâce à Dieu, il est encore là. Mais bon, des fois, c'est comme si j'avais pas de mari, j'avais plus de mari. Oui, donc, c'est pour vous aussi, on entend à quel point, enfin, c'est lourd, c'est plus le même homme. Non, pas du tout. J'ai 3 enfants. Et des fois, comme je dis, j'ai pas 3 enfants, j'en ai 4. J'en ai 4. Et en plus de ça, c'est que dans tout ça, j'ai la sécurité sociale qui l'a consolidé en 2009.
Donc, on s'est bataillé pour les indemnités journalières, on s'est bataillé un petit peu partout. C'est quand même incroyable, ça. Suite à, pourtant, c'est un accident du travail. Oui, mais on voulait nous clôturer, on nous a clôturé nos indemnités en décembre 2009. Donc, on s'est bataillé pour avoir une année de plus d'indemnités journalières. Donc, on a reçu une année de plus d'indemnité journalière, mais depuis, on ne perçoit plus rien. Donc, on a fait une demande, j'ai fait une demande auprès de la MDPH. Oui. Comme je ne savais pas trop bien le remplir, qu'il y a une employée de la MDPH qui l'a rempli, le document, mais n'a pas bien rempli le document. Parce que j'y allais pour qu'on soit soulagé par rapport à l'aide d'adultes handicapés. Et puis l'employé n'a pas rempli cette case-là, cette partie-là. Et puis on nous dit maintenant, 2 ans après, on nous a dit que non, qu'on n'avait pas fait cette demande. Mais comme j'ai dit, si, on a fait cette demande-là, sauf que l'employé n'a pas rempli cette partie-là. Et donc aujourd'hui, on est sans revenu. On est en pleine difficulté. Mais comment ça ? Vous actuellement, c'est-à-dire, donc votre mari n'a pas repris le travail ? Non. Et vous ne travaillez pas non plus ? Non, je suis en invalidité depuis son accident. Depuis l'accident, oui, là ça a eu des répercussions aussi, on l'entend évidemment physiques, psychologiques terribles, mais aussi économiques. Mais par rapport à l'accident du travail, il n'y a pas eu... Oui. J'allais dire une indemnisation. Rien ne peut compenser le préjudice évidemment physique et moral qu'a subi votre mari et par répercussion vous et votre famille. Mais c'est quand même un accident du travail gravissime là. Vous n'avez pas perçu Non, rien du tout. Pour l'instant, on n'a rien du tout. On passe expertise sur expertise. Les années se passent. Et on n'a toujours rien. Pas d'indemnisation, pas de... C'est incroyable. Rien du tout. Par rapport au préjudice, on n'a rien du tout. C'est incroyable quand même. Votre mari travaillait dans une grande société, une entreprise ? Oui, dans une grande société de maçonnerie. Sur Orléans. Mais parce que rien que l'histoire de votre dossier, la MDPH, c'est évidemment c'est fastidieux, c'est compliqué, ces dossiers à remplir, mais parce qu'une employée a fait une erreur, vous vous retrouvez aujourd'hui sans indemnité. Oui. Votre médecin, les médecins les médecins peuvent aussi faire des constitutions de dossiers, puisque vous parlez d'expertise, il n'y a pas une assistante sociale, des médecins qui vous aident aussi pour remplir ces dossiers, pour vous aider. C'est quand même anormal que depuis 10 ans, vous galériez autant. Déjà, par l'ampleur du traumatisme subi par votre mari, mais en plus par toutes les répercussions que ça a économiquement. Oui, pourtant j'ai été voir une assistante sociale, c'était un homme, et puis il m'a dit clairement qu'il aidait les personnes qui avaient moins de 1 000 euros. Donc moi, je perçois déjà 800 euros dans l'invalidité. Puis après, j'ai les allocations par rapport aux enfants, c'est tout. Mais c'est incroyable quand même. Dans la mesure où c'est un accident du travail, c'est incroyable. Comment dire, l'employeur fait appel, qu'est-ce qui se passe ? Parce que les expertises, au bout d'un moment, ça fait 10 ans qu'il est expertisé. Quand est-ce qu'ils vont... Il y a toujours des reports, il y a toujours... Oui, mais parce que certainement l'employeur, lui, a des avocats, a tout un système juridique derrière, là où vous êtes seul. Oui, nous, on a dû engager une avocate, mais bon, il y a des fois, j'ai l'impression qu'elle ne fait rien du tout. Je trouve que oui, ça serait important que vous soyez bien représenté. Or là, si ça traîne comme ça depuis 10 ans, c'est pas possible. Déjà, vu l'ampleur du traumatisme, à la fois physique, c'est-à-dire quand vous décrivez, avec retenue, mais vous retrouvez votre mari en réanimation, on éteint la lumière parce que vous êtes enceinte de 6 mois, on craint que vous perdiez votre bébé parce qu'il est, on peut plus le reconnaître, il a plus de visage, et il est il est en soins intensifs, et depuis 10 ans, on vous laisse en plus dans une galère économique alors que vous avez 3 enfants. Oui. 14, 12 et 9 ans.
9 ans. C'est... Donc, c'est très difficile parce que, bon, mes enfants, ils veulent faire toutes sortes de choses, mais on n'a pas les moyens de faire leur volonté. Bon. Et puis, mes enfants, ils savent très bien. Enfin, je leur ai jamais caché quoi que ce soit. Je leur ai toujours expliqué au mieux cette situation pour pas que, bon. Oui, ils sont les plus grands. Enfin, et ils ne vous demandent pas plus que vous ne pouvez, parce qu'eux-mêmes doivent être très. Enfin, les plus grands sont conscients de ce que vous vivez. Mais là, il y a quelque chose. Je sais, parfois, on le voit à travers les réactions des juristes qui écoutent cette émission. J'avoue que j'aimerais bien avoir quelqu'un quand même un peu. Même quelqu'un d'ailleurs dans le monde du travail, l'inspection. Enfin, je comprends pas qu'avec un tel accident, vous vous retrouviez aujourd'hui sans revenu. Ah ben pourtant c'est vrai. Non mais je vous crois. Ça, je mets pas du tout votre parole en doute, hein, Fatima. Je vous crois, mais ça montre à quel point quand on n'est pas soutenu, aidé. Vous vous débattez dans des enfin déjà c'est tellement lourd sur un plan physique, sur un plan psychologique, en plus vous débattre dans des problèmes matériels tels que ceux-ci, c'est inacceptable, quoi. Donc si en plus vous êtes dans la galère, dans la précarité matériellement, on ne vous a pas à un moment orienté vers des personnes, enfin des associations, un peu de soutien, d'aide aux victimes. Non, il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise. Non, parce qu'ils sont moins de 20 employés, donc il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de CE, il n'y a rien du tout. Donc ils auraient pu avoir un syndicat, mais ils n'ont rien. L'employeur, il ne veut pas de syndicat, il ne veut rien du tout, justement pour pas qu'on aille contre lui, quoi. Bon, voilà, pourtant non, mais vous accumulez une série de... C'est ça, vous tombez sur des personnes, l'assistance sociale qui vous dit, bon, de fait, lui, il a une mission, alors il s'occupe des personnes en dessous qui ont des revenus en dessous de 1 000 euros, mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il aurait pu peut-être essayer de voir, vous orienter, bien sûr qu'il ne peut pas tout faire, mais vers une structure au moins spécialisée, quelque chose qui aurait pu vous aider à la MDPH. Bon, vous tombez sur quelqu'un qui a rempli mal votre dossier. Enfin, c'est malheureusement une série d'événements qui s'enchaînent et qui font que vous vous retrouvez dans cette galère aujourd'hui, quoi. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, vous ne percevez donc que que votre pension et les allocations pour les enfants. Et les allocations, oui, pour mes enfants, oui. Oui, avec des enfants jeunes. Oui. C'est tout. Donc, des fois, c'est très difficile d'aller parce qu'il doit faire de la kiné, il doit y aller, enfin, il faut que je retrouve un psychiatre pour le suivre, parce que sur Orléans, on téléphone à plusieurs psychiatres, ils ne prennent pas de nouveaux clients, donc c'est très difficile à retrouver un psychiatre pour le suivre, parce que ce qu'on avait avant, il avait été sur Paris à Villejuif, oui. Donc depuis, pour en trouver un autre, c'est très difficile. Mais enfin, c'est incroyable parce que là, il y a une urgence. Enfin, il y a une urgence. Il ne va pas bien du tout. Il a déjà fait des tentatives de suicide. Et quand on voit le contexte dans lequel vous évoluez, enfin, il aurait besoin vraiment d'une aide là. Oui, c'est prioritaire, d'un soutien. Mais j'ai envie de dire de soutien à tout niveau, parce que bien sûr qu'il faut que votre mari soit aidé psychologiquement, parce que on fait pas le deuil c'est au-delà de l'image qu'on a de soi, c'est aussi de son visage. Comment aimer celui qu'on est devenu quand on se qualifie soi-même de monstre? Enfin, on mesure l'ampleur du travail qui est à accomplir. Mais si, à côté de ça, on voit que sa famille est dans une situation économique très compliquée, enfin, tout l'accable, tout vous accable en ce moment. Donc, oui, c'est pour ça que beaucoup de fois, les difficultés, je lui en parle pas trop, parce qu'il va se traumatiser encore plus, il va se mettre ça dans la tête. Et puis c'est de la façon qui peut tourner de l'autre côté. Donc voilà. Oui, non, mais là c'est une priorité. Mais là, si vous voulez, quand il a été opéré, donc il était à Orléans en soins intensifs, mais vous me parlez de Villejuif, la reconstruction de son visage a eu lieu parce qu'il y a c'est vraiment des professeurs très spécialisés. Ça a eu lieu où? À Villejuif?
Non. hein. C'est le psychiatre qui est parti à Villejuif, hein. Mais il a été consolidé en 2009. Oui, Donc, il n'avait pas encore fait ses opérations. d'accord. Donc, déjà, la sécurité sociale voulait le consolider en 2009. Mm. On s'est bataillé pour qu'il ait une année de plus. Mm. Et entre-temps, comme il était consolidé, j'ai quand même réussi à avoir un professeur sur Paris. Je me rappelle plus de son nom, mais ça a été sur Paris. Un professeur qui fait spécialement de la chirurgie esthétique et des reconstructions de visage. Oui. C'est pas à un l'hôtel monsieur Dieu. assez grand avec des cheveux bruns un peu bouclés, enfin. Non, Ça va, non. il était jeune. C'était à l'hôtel Dieu. D'accord. À Bon. l'hôtel Dieu. Ça me vient pas en tête son Mais son parce nom, que là, c'est-à-dire bon, alors le problème après, c'est qu'ils ne peuvent pas eux, enfin les contacter et vous que fassent un courrier au psychiatre d'Orléans en disant que c'est une priorité, qu'il faut que votre mari soit suivi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de suivi après que vous êtes lâché seul dans la nature. Oui, et c'est vrai. J'ai des moments que j'en peux plus. Je comprends que vous ayez des moments de découragement et je vous trouve déjà très courageuse. Et votre mari aussi. Parce que si, je vous trouve très courageux. Enfin, si, il faut être très courageux pour survivre à tout ça. Je fais appel aux auditeurs vraiment 39-21 parce que je vois Pascal qui dit c'est arrivé à mon mari. J'ai une pension d'accident du travail par la CPAM suite à une enquête de leur part. De plus, l'employeur a été consulté par l'inspection du travail. Il y a quelqu'un qui dit mais enfin c'est quand même très choquant qu'après 10 ans, les assurances n'aient toujours pas versé d'indemnité. Il y a quelque chose de... Rien du tout, parce que bon, l'employeur il a été reconnu coupable. Coupable en 2013. Il a eu une amende et tout ce patatras, mais nous, on n'a rien perçu du tout. On n'a rien. Bon, heureusement, les auditeurs se mobilisent parce que c'est la situation que vous décrivez est invraisemblable et on peut imaginer, et vous en parlez, je trouve, avec beaucoup de retenue et de pudeur, mais la détresse dans laquelle vous vous trouvez. 39-21, il y a beaucoup de réactions qui nous parviennent. Je vous propose déjà qu'on accueille Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir Caroline. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir répondu très vite après avoir entendu Fatima, parce que c'est vrai que c'est vraiment révoltant ce que vit ce couple. Inconcevable. Oui. Inconcevable, donc voilà. Moi vraiment, je suis claire sur le conseil que je vais lui donner. Je lui conseille d'aller à la FNAT, la Fédération nationale des accidentés et des handicapés du travail. Ah voilà, merci, c'est ce que je recherchais, je me disais, il y a forcément une structure là. Ah complètement, elle est unique en France de toute façon et je peux vous dire que nous, mon mari a été bénévole dans cette association. Moi, je suis c'est une ancienne kinésithérapeute. J'aide pas mal de personnes dans des difficultés pour des dossiers aussi et puis des choses invraisemblables, des manquements à tous les niveaux. Et il n'y a que cette association qui comporte des personnes bien évidemment qualifiées en droit, des médecins et qui vont pouvoir l'aider à monter le dossier avec les éléments qui seront nécessaires parce que vraiment en plus dans le cadre d'un accident du travail, et je veux dire que voilà, ça c'est un dossier qui aboutira quoi. Mais vraiment donc il y a une cotisation bien sûr qui est importante, qui est de combien écoutez, ça dépend un peu je pense qu'elle ça c'est sous toute réserve. Je peux pas m'avancer mais je sais pas si elle est. Elle vous écoute Fatima, vous pouvez vous adresser directement. Bonjour Fatima. Donc bonsoir plutôt, excusez-moi. Et voilà. Est-ce que vous avez entendu parler Fatima de cette structure? Non, pas du tout. Voilà. Ici on m'informe de rien du tout. Non mais donc, vraiment c'est à moi de me débrouiller. Vraiment me débrouiller comme je peux. Voilà. Françoise, donc est-ce que la FNAT, la Fédération nationale des accidentés et des handicapés du travail. Est-ce qu'il y a des je trouve plus le mot des antennes.
Ah, complètement. Je ne sais pas dans quelle région est Fatima. On va regarder hors antenne, on va lui donner par Internet les coordonnées. Orléans. Ah oui, mais de toute façon, voilà, Orléans, donc ça doit être la région Centre-Val de Loire, peut-être. Oui, on va regarder ça mais hors ça, antenne. voilà, ça vous allez trouver, et vraiment, vraiment qu'elle se dirige vers ces personnes. Là où on va regrouper, parce que là finalement la pauvre, on sent bien que il y a un dossier là, enfin c'est fou quoi, ça devient c'est kafkaïen malheureusement quoi. Ah mais complètement. Oui, et surtout moi j'ai ces démarches-là, mais je dois m'occuper de mon mari, de l'habiller. Oui, mais c'est dément, c'est dément. Voilà, c'est juste pas possible. Quoi. Et vous n'avez pas d'aide là non plus, c'est-à-dire non, pas du tout. On m'a tout refusé. Comme la personne a rempli le dossier, on me donne pas d'allocation pour personnes handicapées, on me donne pas l'aide de... et tout ça parce qu'il y a des dossiers en souffrance, quoi. Oui, tout ça. Puis même, sur une, moi j'ai bien entendu ce cas terrible, son mari enseveli, et voilà, qu'il y a eu pareil, il y a une consolidation dans tel cas, mais vraiment, ça me paraît, enfin ça, je veux dire que ça se fait pas comme ça, à la légère, et bien évidemment même des certificats médicaux, enfin une consolidation qui a pu être faite par des professionnels, ça peut tout à fait, après un dossier peut être ouvert, ces gens-là ils peuvent faire rouvrir des dossiers, je veux dire, et puis voilà. Mais vraiment batailler quoi, lui donner gain de cause, parce que là on est dans une injustice mais crasse quoi, enfin c'est vrai que moi j'en ai vu plusieurs comme ça auprès de personnes que j'ai envoyées vers la FNAC, et vraiment, je vous assure, allez vers ces personnes. Donc là, elle trouvera vraiment des gens qui vont se battre pour son dossier, qui pourront l'entourer. Est-ce que vous avez entendu parler, je profite que vous soyez à l'antenne, Françoise, j'ai un message qui me dit, elle pourrait aussi se rapprocher de l'AAVAC, Association d'aide aux victimes d'accidents corporels. Vous en avez entendu parler de cette association? J'en ai entendu parler, mais je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Moi, franchement, les personnes que nous aidons avec mon mari, nous les dirigeons vers la FNAT. Parce que nous avons effectivement, mon mari a été bénévole dans cette association, et moi, autour de moi, j'aide des personnes justement qui se trouvent face à des problèmes de santé comme ça, complètement démunies, avec des choses invraisemblables aussi, quoi. Parce que malheureusement, c'est très courant. C'est-à-dire qu'on voit que dès qu'on est un peu, et il y a de quoi être accablé. Enfin, le mot, je pèse, accablé à la fois physiquement, moralement. Et je trouve que j'ai beaucoup de messages pour vous, Fatima, d'auditeurs qui sont bouleversés par votre histoire, mais aussi par le fait que vous êtes très digne dans tout ce que vous endurez. Je trouve, y compris à l'antenne. Et je trouve que le fait, en plus que vienne se mêler une précarité matérielle, il y a quelque chose de, c'est le pompon quoi. Alors, Françoise, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez rester avec nous en ligne si vous souhaitez, peut-être intervenir. On a également Mohamed qui est avec nous au 39 21. Je vous propose qu'on l'accueille également, Fatima, d'accord? Bonsoir Mohamed. Mohamed, vous avez entendu la situation effroyable Je sors du bureau, j'écoute la radio, j'écoute pas tout le temps la radio. J'ai entendu son témoignage. Je tiens à dire que je suis avocat spécialisé en dommages corporels. Ah écoutez, alors là heureusement que vous étiez à l'écoute ce soir-là. C'est le hasard, mais ça fait bien les choses. Et on n'est pas très nombreux en France à être vraiment spécialisés en cabinet dans ce genre de préjudice et de dommages corporels. Mais les accidents, j'aimerais déjà dire deux choses. Tout ce qui concerne les accidents du travail, ce sont des procédures qui sont très longues. C'est pour ça que tout au long de la procédure, normalement, un avocat spécialisé doit faire en sorte d'obtenir des déblocages de fonds, ce qu'on appelle des provisions. Oui, d'accord, pour permettre de tenir. Voilà, tout à fait. Fatima vous écoute. Je ne sais pas si vous avez entendu toute son histoire, parce que c'est... Oui, j'ai entendu... Ça permettra d'éviter... Elle a expliqué l'accident, entendu quand elle a expliqué l'accident. Ça permettra d'éviter de répéter tout ce que vous endurez. Alors, en fait, j'ai aussi entendu dire que l'employeur a été condamné en 2013. Sachez que
avant que en fait, parce que c'est de la compétence du TAS, tribunal des affaires de la sécurité sociale, que les accidents du travail, sachez qu'ils prennent généralement les décisions qu'une fois que l'employeur a été condamné pénalement, parce que c'est très difficile sinon pour eux de pouvoir, on va dire, enclencher un mécanisme indemnitaire, sinon pas de condamnation pénale en parallèle. Vu qu'ils ont obtenu la condamnation pénale, j'ai envie de vous dire, ça va tout débloquer. Après, c'est sûr qu'il y a des procédures d'expertise, et tant que la personne n'est pas considérée consolidée avec séquelles et en fonction de son préjudice, il est très difficile de pouvoir l'indemniser. Mais Fatima nous disait, vous nous disiez que votre mari avait été considéré comme consolidé, hein? Et oui, en 2009. Donc on a fait appel. Oui. Donc on a eu une expertise. Donc ils nous ont donné une année de plus en indemnité. Donc ça a repoussé en 2011. Donc et puis depuis, plus rien. Depuis 2011, plus rien. C'est là où ça ne va pas, Mohamed. Enfin. Non, c'est ça, Caroline. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes avocat, alors bien sûr. Moi, je donnais simplement ce conseil parce que je connais cette association et je pense aussi que à ce niveau-là, Fatima pourra aussi trouver des gens qui auront envers elle une écoute bienveillante et un soutien aussi, vous voyez. Oui, mais nous, on travaille avec des associations, nous. On a même une assistante sociale au cabinet qui monte les dossiers d'AAH, etc. pour les victimes. Donc, on est au courant de tout. Voilà, je l'entendais dire tout à l'heure pour l'assistance à tierce personne. Elle vous écoute, vous pouvez vous adresser directement à Fatima. Oui, voilà. Je vous entendais tout à l'heure parler du fait que vous assistiez votre mari. Normalement, lors des expertises, il y a un volet qu'on appelle la tierce personne, où on est censé calculer le nombre d'heures dont il a besoin de soins ou d'assistance par jour, et c'est censé être indemnisé, voire quantifié, pour ensuite, par la suite, pour avoir une prise en charge. Oui, mais pendant ce temps-là, on rame, on galère, quoi. Oui, c'est pour ça que je ne connais pas votre avocat. Je ne veux pas jeter le discrédit sur lui, mais il faut qu'il prenne conscience qu'il doit demander des provisions qui vont vous permettre à vous de souffler déjà financièrement et d'avoir moins de pression. Et ça, on sait le faire et on est obligé de le faire. Ça, on lui a déjà demandé, c'est une avocate. On lui avait demandé de demander des provisions et tout, donc, et puis elle a réussi à avoir 10 000 euros. 10 000 euros, elle a pris ses honoraires en même temps. Donc, c'est 10 000 euros. Vous avez 3 enfants. Par rapport à votre situation, 10 000 euros, ça me paraît très très faible. Bah oui. Parce que... Après, parce que là, le médecin conseil, conseil a consolidé mon mari pour 44%, sauf que le 44% c'est divisé en deux. Donc, ça fait 22%. Donc, on a fait, notre avocate on a été au TCI. Et au TCI, on a fait appel des 44% parce qu'ils ont pas augmenté le taux. Malgré les certificats médicaux, ils n'ont pas augmenté le taux. Donc, là, on a fait appel. On doit y aller à Amiens pour faire appel de cette décision des 44%. Pourtant, on a été sur Paris voir des professeur Bardin et le professeur Serry à la Riboisière. Ils ont très bien fait les certificats médicaux et même comme ça, on ne veut pas nous donner raison par rapport à des lombalgies, des gonalgies, par rapport aux douleurs. Mohamed, pardonnez-moi, parce que là, on ne va pas pouvoir tout expliquer à l'antenne parce que ça devient très précis et très technique. J'imagine que vous suivez parfaitement, Mohamed, mais est-ce que vous accepteriez peut-être hors antenne d'expliquer un peu à Fatima les recours? Vous me dites que vous êtes très... Il n'y a aucun souci, vous laissez mes coordonnées, il n'y a aucun problème. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que c'est une chance que vous ayez écouté la Europe 1 ce soir. Vous me dites que vous êtes très peu d'avocats spécialisés en dommages corporels, c'est ça? Oui, en fait, un avocat est censé être plutôt généraliste. Les avocats spécialisés qui ne font que ça, il y a très peu de cabinets en France, on n'est pas très nombreux. D'accord. Après, tous les avocats veulent faire du dommage corporel parce que ça peut être très rémunérateur. Mais il faut savoir que ceux qui le font en spécialité et qui ne font que ça
sont très peu nombreux finalement, et on se connaît quasiment tous. Et il faut aussi savoir que, par exemple, en ce qui concerne les accidents du travail, c'est quand même quelque chose d'encore plus spécifique. Il y a des spécialités dans la spécialité. Donc d'accord, c'est pas donné à tout le monde. Peut-être voir, Fatima nous disait qu'elle était à Orléans, voir si dans la région il y avait peut-être des confrères ou des consoeurs. Oui, vous dites oui. Oui, si oui. Alors donc, je regarderai. Oui, vraiment, Mohamed, merci beaucoup d'accepter hors antenne de voir un peu avec Fatima, de la guider un peu parce qu'elle en a vraiment bien besoin. Merci. Oui, c'est mon numéro, il n'y a pas de problème, elle m'appelle demain. Il n'y a pas de souci, je répondrai en cas de souci. Elle peut vous appeler demain. Merci beaucoup, merci Mohamed, vraiment. Et Caroline, voilà, donc... et merci à vous, Françoise, également. On n'oublie pas la Fédération nationale des accidentés et handicapés du travail. Moi, en plus, j'allais vous le dire, il faut travailler avec les associations qui entourent. Oui, bien sûr. C'est complémentaire. Ce que je voulais dire, c'est que dans le cadre justement d'accidents du travail comme ça, moi je connais des personnes avec cette association qui ont quand même qui ont pu vraiment obtenir, pour tout dire, de l'argent, quoi, et quand même où elles ont été vraiment accueillies, entendues, épaulées, et puis quand même aussi certes, des délais bien sûr trop longs toujours pour les personnes dans ces situations, mais quand même, ils sont efficaces, très efficaces. Je vous remercie beaucoup et comme le disait Mohamed, très complémentaire puisque vous travaillez ensemble. Oui. Fatima, j'espère que vous allez vous sentir un peu moins seule ce soir dans le combat que vous menez, que ça ouvre un peu une lueur d'espoir, qu'il y a des choses à faire, comme vous le disiez Françoise et Mohamed. Et on va regarder hors antenne pour vous donner les coordonnées de la fédération là dans votre région, de façon à ce que vous puissiez vous mettre en contact avec eux rapidement. Et Mohamed, comme il l'a dit à l'antenne, on vous donnera son numéro de téléphone hors antenne, bien évidemment, de façon à ce que vous puissiez prendre contact avec lui également. On vous souhaite bon courage, beaucoup de courage. Vous en avez, et encore une fois, vous faites preuve de beaucoup de dignité dans tout ce que vous endurez. On espère que les choses vont se débloquer pour vous, pour votre mari, et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant, à nous donner de vos nouvelles si vous le souhaitez. D'accord ? Oui, je ne manquerai pas de ça. Je vous remercie. Ça m'a fait du bien d'en parler. Ça m'a fait vraiment du bien. J'avais le trac au début, mais là, ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir parler et puis de sortir ce que j'avais à l'intérieur. Mais je comprends. Voilà. Il existe toujours, heureusement, des recours, de l'espoir. Et je remercie, moi, tout particulièrement, Françoise et Mohamed d'avoir appelé ce soir. Ne raccrochez pas, ma chère Fatima. Hors antenne, Paul va vous donner toutes les coordonnées. D'accord ? Bon, je vous remercie. On vous embrasse bien fort et à bientôt pour de meilleures nouvelles, j'espère. Au revoir, Fatima. Merci beaucoup, Françoise. Au revoir, Mohamed. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonsoir, Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Bon, écoutez, je vous appelle là parce que je suis un petit peu inquiète. Paul vous a peut-être expliqué un petit peu. Pour votre petit-fils qui mange beaucoup et qui a des problèmes de poids. Il ne mange pas beaucoup en plus. Il ne mange pas beaucoup. Il mange mal. Je suppose qu'il mange mal. Oui, c'est différent. Il mange très mal. Raison. Il a quel âge ? Voilà. Il a 14 ans. D'accord. Les parents sont séparés. Et mon fils essaie de faire attention quand il a, parce qu'ils ont une semaine sur deux. Une semaine chacun, pardon. Et il essaie de faire attention, mais c'est vrai que je pense que la maman ne doit pas trop regarder à ce qu'il mange. Mais il a pris beaucoup de poids en peu de temps, c'est-à-dire Non, ça fait déjà, il a grossi petit à petit, il grossit comme ça, et voilà. Alors les parents sont séparés, donc. Oui. Et ils se sont séparés, il avait quel âge, votre petit-fils ? Oh, il était petit, il devait avoir 3 ans. Donc vous trouvez que depuis quelques mois, depuis quelques années ? Depuis quelques années, depuis 2 ans, 2-3 ans, il a commencé à grossir, et voilà. Et c'est surtout qu'il prend beaucoup de ventre, alors
c'est vrai que c'est mon fils, c'est-à-dire il s'y prend mal certainement, je pense, parce qu'il lui dit mais enfin Pourquoi? tu peux faire attention, mais enfin mange, regarde à ce que tu manges. Mais bon, moi je Il dis, parle de mange ce son qu'il apparence trouve, physique. Il lui parle très clairement en lui disant tu prends du Voilà. ventre. Ah oui, attention voilà, à ça. voilà, Hein. oui. Attention à Voilà, ça. c'est ça. Oui, parce que c'est très. Il a un âge où c'est compliqué déjà de ce changement de corps déjà, tous les changements qui surviennent dans le corps, qui fait que les adolescents ne se reconnaissent plus très bien entre les enfants qu'ils ont été, et donc ils sont déjà eux-mêmes déstabilisés. Donc les remarques à cet âge-là sur le physique sont toujours peuvent être dévastatrices, et surtout quand elles proviennent de proches. Hein, Voilà, c'est ce qui me semble, et c'est pour ça que je vous appelle ce soir, parce que cet après-midi, là, bon, c'est vrai qu'il a goûté, il a pris des céréales, bon, j'ai dit, il les trouve à la maison, il les mange, il a faim, donc... c'est bien qu'il goûte, il est en pleine croissance, il a aussi besoin de manger. Mais lui dit, ne mange pas de céréales, il faut que tu manges du pain plutôt... Voilà. Alors, oui, il est sur lui maintenant, beaucoup. Il devient, lui, à surveiller beaucoup son alimentation. Beaucoup. Et comment il réagit, votre petit-fils, quand son père lui dit ça? Il dit, il sait pas trop quoi dire, quoi. Hein. Bon, il dit qu'il avait trouvé ça, voilà, il a mangé. Et bon, c'est les céréales, c'est sa maman qui les mange. Mon fils n'en achète pas. Mais enfin, on voit déjà un peu les conflits entre les parents autour de ça. Voilà. Et en fait, ils s'entendent de plus ou moins, mais à ce propos-là, c'est vraiment... Alors, s'ils s'entendent, c'est bien. C'est-à-dire, au moins déjà qu'ils se concertent, sans passer par l'enfant, mais à ce moment-là, il peut appeler la maman en disant, écoute, je constate quand même depuis quelque temps, je trouve qu'il prend du poids, ça m'inquiète un peu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté, par rapport à l'alimentation? Est-ce qu'il mange pas mal de cochonneries? Ou est-ce que c'est vraiment... Parce que alors, une prise de poids qui est, je dirais, un peu spectaculaire, ça peut évoquer des crises de boulimie. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas, puisque vous me dites c'est un peu de façon constante depuis quelque temps qu'il grossit. Voilà. Bon, c'est pas le côté apparemment boulimie. Après, il faut voir, c'est-à-dire, est-ce qu'il fait un peu de sport parallèlement? Est-ce qu'il aime ça ou pas? Pas beaucoup, voilà. Il n'aime pas trop. Beaucoup non plus. Il n'aime pas trop le sport. Il en fait un petit peu. Mais pas beaucoup. Voilà. Est-ce que lui, il en souffre de ça? Est-ce que votre petit-fils... non, apparemment, non, lui, non. Tant mieux. Lui, il n'en souffre pas. Tant mieux. Mais je voudrais pas que ça lui donne des complexes, à force. Voilà, moi, mon inquiétude, c'est ça. Mais vous avez raison, Marie. Ah oui, voilà. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir dire à votre fils, calme le jeu. C'est pas en étant sur son dos sans arrêt que ça va arranger les choses. Au contraire, ça peut empirer les choses. Parce que de son père, il attend plutôt d'être encouragé ou d'être valorisé. Et quand un parent comme ça fixe sur l'apparence et sur une prise de poids, c'est jamais une bonne chose. Alors, indirectement, quand il verra le médecin, mais indirectement, pas l'amener pour ça, il est toujours possible de demander par rapport... parce que vous savez, il peut faire, je ne sais pas combien il mesure, mais il peut faire tout d'un coup une poussée de croissance aussi, votre petit-fils. Voilà, j'espère depuis l'an dernier, j'espère ça. Bon, il a grandi un petit peu, mais il n'a pas pour autant maigri. Oui, mais vous savez, la croissance à cet âge-là, parfois ça peut être spectaculaire, et du coup, même les enfants qui paraissaient un peu enrobés, avec la croissance, ça s'équilibre. Donc, dans la mesure où lui ne s'en plaint pas, où semble-t-il, donc il est au collège, il n'est pas l'objet de moqueries par rapport à ça? Non. Bon, il a des copains. Pas énorme non plus. Oui. Il n'est pas énorme. Il a des copains. Vous avez raison de le dire, mais il n'est pas énorme. C'est pas de l'obésité. Il n'est pas énorme, mais il a surtout du ventre. Voilà, il a surtout du ventre. À cet âge-là, je trouve le ventre. Je ne sais pas si. Je sais pas pourquoi. Ça peut arriver. Si. Ah, ça peut arriver. Oui. C'est chez les garçons, on peut voir ça aussi à cet âge-là, parce qu'il y a aussi une poussée pubertaire. Il y a un peu, ils ont, comme vous dites, parfois des habitudes alimentaires un peu,
anarchique, je vais y arriver. Bon, alors après, évidemment, on peut veiller un peu à ce qu'il y ait une alimentation équilibrée, même si les ados aiment pas tellement manger de légumes, mais bon, y veiller à la maison, mais sans que ça devienne une obsession. Voilà. Votre fils, il est très soucieux de sa ligne. Voilà. Il est, pour lui-même, non, parce qu'il n'est pas gros, il n'est pas. Non, il est mince. Voilà, il est normal, disons. Il est plutôt mince, oui. Il est plutôt mince, d'accord. Voilà. Mais alors, voilà, bon, il adore son fils, hein, mais il s'y prend très mal. Lorsque je lui dis, il me dit, mais non, c'est pas. Il faut qu'il fasse attention. Il est capable il devrait être capable de se contrôler. Mais non, à il 14 exige ans, trop. Moi, je pense qu'on a faim. On a faim et on mange. Quoi, exactement, voilà. Marie, exactement. Il faudrait peut-être. Dites-lui, il se rappelle plus de ses 14 ans, lui. Il dévore les ados. Je me le demande des fois, oui, voilà, c'est ça. Il dévore des ados, surtout, voilà. Surtout des garçons. Oui, donc, et alors évidemment, c'est pas des haricots verts qui dévorent, hein, souvent. C'est là où dans l'alimentation, bon, il faut un peu veiller. Je trouve, vous êtes pleine de bon sens, Marie. Vous le dites, c'est-à-dire, il a faim. Parce qu'il est en pleine croissance, il est et votre fils, vous pouvez un peu lui dire gentiment, mais enfin sous forme d'humour. Tu te rappelles pas toi comment tu dévorais? Oui. Bon, et en tout cas, là pour le moment, dites-lui en tout cas que c'est pas en étant sur son dos comme ça et que ça tourne à l'obsession, c'est pas ça qui va arranger les choses. Ça peut rentrer très bien dans l'ordre, puisqu'apparemment votre petit-fils ne se plaint pas de son physique. N'est pas l'objet de moquerie par rapport aux autres, parce que ça aussi au collège c'est dur, hein, le regard des autres et les enfants un peu enrobés souffrent beaucoup. Je n'en beaucoup. sais rien, mais je n'ai pas entendu. Puis il a l'air à l'aise, lui, il s'en plaignait pas, quoi. Il se plaint pas de. Bon, alors c'est l'essentiel. Tant que si il a des copains, il vous semble bien dans sa peau par ailleurs. C'est important. C'est toujours l'association de plusieurs choses qui doit alerter. Si un ado prend du poids, qu'il s'isole, qu'il est toujours dans sa chambre, toujours sur ses jeux vidéo, qu'il a pas tellement d'amis, des résultats scolaires en chute, oui, là il y a lieu, je vous dirais, il faut peut-être, là il y a lieu de s'en inquiéter. Là, bon, vous le dites vous-même, Marie, il a faim, il mange, il rentre et les céréales, c'est aussi la douceur, ça rappelle l'enfance. Bon, alors que son père y aille un peu mollo là-dessus. Dites à votre fils qu'en tout cas, pas de réflexion sur l'apparence physique des ados. Ils sont très fragiles à ce sujet. Vraiment. Hein, donc dites-lui bien, vous avez raison, vous êtes pleine de bon sens et de bienveillance. Donc dites-lui de prendre soin de son fils et pas de cette façon-là. Bon courage, même s'il veut bien faire. Non, hors antenne. Là, je dois rendre l'antenne. Je suis désolée, mais une heure, c'est tressé. Ne raccrochez pas, hors antenne, on vous reprend. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Il est 1h du matin.